Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Hervé Ryssen. Hervé, comment tu vas? Bah écoute, ça va, ça va, ça va. Euh, Tout va bien, pas de C'est problème vraiment, particulier. c'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Beaucoup d'abonnés, j'avais fait une vidéo réaction l'autre fois de toi, et les gens m'ont dit en commentaire, Kentrey, il faut que tu l'invites, invite-le, invite-le. Et je me dis, allez, je prends mon courage à deux mains, je lui envoie un message, et ça me fait plaisir de réaliser cette émission avec toi aujourd'hui. Et le plaisir est partagé, Kentra. Ça fait plaisir. Eh bien, écoute, on va commencer avec la première question. On va parler un peu de toi. Moi, Hervé, je t'ai connu via tes vidéos et tes livres. Tu as écrit plusieurs ouvrages sur le sionisme, le communautarisme, sur l'État d'Israël, bien d'autres. Comment t'en es venu à te passionner pour ces sujets au point de rédiger des livres? Parce que c'est quand même quelque chose d'écrire un livre. Tu n'en as pas écrit qu'un en plus. Écoute, moi je suis arrivé dans le milieu patriote français en juillet 1992. J'étais auparavant d'extrême gauche, plutôt dans la mouvance anarchisante. Et j'ai quand même mis du temps, si tu veux, à franchir le pas. Je crois que c'est en juillet 92 que j'adhère au Front National. Mais déjà, je commençais à me poser des questions. Alors, écoute, j'ai toujours chez moi là, la lettre de démission à l'organisation communiste libertaire. Tu vois. Et je finis la lettre en disant Vive la Pologne, messieurs, les frontières existent. Vive la Pologne, messieurs. Donc, mais je ne suis pas passé en quelques mois à l'extrême droite, comme on dit. Ça a pris beaucoup de temps. Donc, mais pour revenir plus précisément à ta question, c'est que dans les années 90, les journaux qui étaient proches du Front National étaient dirigés par des gens qui sont aujourd'hui des gens comme nous. En fait, tu vois, le National Hebdo à l'époque, dont les locaux étaient au siège du Front National, avait pour directeur des gens comme, je sais pas, Roland Gaucher, il y avait Emmanuel Ratier qui écrivait dedans, François Brignot. Donc, c'était des gens qui pensaient comme nous aujourd'hui. Et évidemment, on se pose des questions quand chaque semaine, on nous répète que voilà, certains lobbies, certaines grandes organisations mondialistes ont tendance à mettre le grappin sur tous les hommes politiques occidentaux pour mener à bien leur programme politique. On s'interroge, voilà. Et moi, je ne comprenais pas, comme d'ailleurs comme personne ne l'avait compris, les motivations de ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'ils sont, beaucoup d'entre eux en tout cas, sont hostiles aux mouvements nationaux et veulent instaurer, enfin certains d'entre eux, un gouvernement mondial. On parlait beaucoup de gouvernement mondial à ce moment-là, Okay. jusque dans les années 2010 d'ailleurs. Ça a cessé un petit peu aujourd'hui avec Donald Trump. Mais à l'époque, on en parlait beaucoup. Donc voilà, je me suis questionné. Il y avait des choses que je ne comprenais pas, et donc j'ai commencé à travailler là-dessus très régulièrement, à archiver tout ce qui me tombait sous la main, toutes les coupures de presse. Et ça ne répondait pas à toutes mes questions. Et j'ai réellement commencé à travailler, à rédiger en 2004. J'ai été inscrit à un DESS d'urbanisme Paris 4 Sorbonne et je m'ennuyais. C'était vraiment, ça ne correspondait pas à ce que je voulais faire. Et c'est cette année-là, je crois, que Solzhenitsyn a publié, enfin en langue française, chez Fayard, aux éditions Fayard, Solzhenitsyn a publié Deux siècles ensemble, russe avant la Révolution et après la Révolution bolchevique. Donc, et là, j'ai trouvé que ces deux livres, moi je le savais déjà tout ça, mais enfin avec Solzhenitsyn, il y a eu beaucoup plus de détails. Et j'ai commencé en fait par résumer les deux livres de Solzhenitsyn, deux tomes de 600, 700 pages en 40 pages. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé en fait à poursuivre ensuite la lecture des intellectuels que j'ai appelés à ce moment-là planétariens, qui m'a permis de comprendre certaines choses. Alors en 2005, quand je publie Les Espérances planétariennes, je vois bien le projet mondialiste, mais je n'étais pas le premier à l'avoir vu. C'est vraiment en étudiant la question, c'est 5 années plus tard que je me rends compte que le premier
dans mon histoire de l'antisémitisme en 2012, le premier, à ma connaissance, en tout cas en langue française et en langue anglaise, ensuite en allemand, je ne connais pas suffisamment, ni en russe, mais le premier qui a défini le projet mondialiste, c'est Monseigneur Arnaud de Lassus, je crois, en 1899, dans la Conjuration antichrétienne. C'est le premier où on nous dit clairement ils veulent fusionner les nations, faire un grand ensemble mondialiste. Voilà, donc 1899. Avant, je ne vois pas. Visiblement, personne ne comprend le projet qui est derrière ces attaques perpétuelles contre le christianisme, contre le monde européen, etc. Donc voilà, moi ensuite j'ai poursuivi sur ma lancée, puisque après les espérances planétariennes, je m'en souviens très bien, hein, je suis toujours un petit peu, comme après un très très gros travail, parce que j'ai fourni quand même beaucoup d'efforts pour écrire ce livre, je suis un petit peu, je me sens un peu vide, mais je sais qu'il y a quelque chose que je ne comprends toujours pas, c'est la psychanalyse. Pourquoi la psychanalyse est-elle née dans la cervelle d'un qui plus est descendant d'une famille hassidique, Sigmund Freud, et là, personne ne comprend. Donc, j'épluche tous les livres sur la psychanalyse, mais personne ne répond à la question. Pourquoi la psychanalyse est-elle née dans la cervelle d'origine, un descendant de et je réponds à cette question. Donc voilà, ça remonte avant 2004, en fait, dès 1993, je m'en souviens, moi je suis inscrit à la Sorbonne, il ne se passe pas grand-chose, donc j'ai quelques contacts avec des gars de l'université d'Assas, et en fait tout le monde pense comme nous aujourd'hui, quoi. À ce moment-là, si tu veux, dans la jeunesse militante, la jeunesse turbulente, on n'est pas du tout sur la ligne de CNews aujourd'hui, hein, mais absolument pas, tu vois. Donc on est tous sur une ligne anti-mondialiste, et non pas sur une ligne anti-islam qui correspond à la ligne de ce qu'on appellera plus tard les néoconservateurs américains, et dont l'objectif est de faire la guerre à tous les pays qui menacent l'État d'Israël. On n'est pas du tout sur cette ligne, ni aujourd'hui, et on ne l'était pas davantage dans les années 90-2000. Donc voilà, il y a eu du changement depuis, hein, il y a eu beaucoup de travail. Donc voilà, pour répondre à ta question, ça date en fait dès le début, hein. Moi, dès que je suis arrivé dans le milieu national, j'ai été influencé par François Brignot, Emmanuel Ratier, Roland Gaucher. Voilà. Ouais, puis il ne faut pas oublier Serge de Beketch, qui est décédé en 2007, je crois, et qui était aussi en partie sur cette ligne, sauf que lui, il intégrait quand même le combat contre l'islam, qui était déjà présent dans le journal, le libre journal de la France courtoise, qui était un décadaire, qui paraissait tous les 10 jours. Oui, puis j'ai l'impression que surtout, en fait, tu te posais des questions, tu avais besoin d'une réponse, et tu les as faites finalement grâce à ces livres. Parce que souvent, les gens, c'est notamment un petit peu les droitards, CNews, tout ça, c'est les gens qui vont pas jusqu'à la racine du problème, quoi. Alors, certains le font exprès par intérêt, mais d'autres le font vraiment par bêtise ou par flemmardise, quoi, tu vois. C'est la grande question. Est-ce qu'ils savent? Sur l'immigration, tu es un des seuls, en tout cas, moi, qui m'a aussi intéressé finalement à la racine du problème. Pas seulement l'immigré. Non, c'est qui orchestre le chaos dans leur pays, qui les fait venir, etc., etc., tu vois. C'est ça qui est intéressant. Eh oui, mais il faut voir quel objectif on se donne. Il est certain que si on va au fond du problème, en fait, plus tu creuses et plus tu t'éloignes de l'électeur de base. On est d'accord, l'électeur de base, voilà, si le droit de vote est accordé à tout le monde aujourd'hui en démocratie, donc il est facile de manipuler des gens qui n'ont pas de culture. Et pour les manipuler, il faut des idées très simples, c'est-à-dire en l'occurrence, regardez, certaines personnes en France, fraîchement arrivées, peuvent poser des problèmes. Bon, là, les gens, ils peuvent comprendre, si tu veux, quand tu te fais piquer ton sac à main, que tu te fais agresser sexuellement dans le métro, tu comprends tout de suite les choses. Nous, on essaie de creuser, on est peut-être moins politique dans le sens électoraliste, mais plus conscient des véritables enjeux et de l'agenda, comme on dit, de l'agenda politique des gens qui manipulent tout ça. Donc, mais on s'éloigne de l'électeur. Alors, si on veut le pouvoir, il faut avoir des idées très simples ou être populaire au niveau local. Donc, c'est ça un petit peu. Est-ce que maintenant, les gens qui sont dans le système politique, qui sont à l'Assemblée nationale, est-ce que les députés patriotes à l'Assemblée nationale, quelle que soit leur tendance, savent ce que nous, on sait? Je pense que
pas mal de gens le savent, mais sont occupés par d'autres tâches, tout simplement, des tâches quotidiennes, les liens avec leurs électeurs, les problèmes quotidiens. Donc ils s'en occupent moins, et puis finalement, ils en arrivent à vivre correctement, tranquillement, sans trop se poser de questions. Tout est question d'emploi du temps que tu consacres à certains sujets. On peut très bien se satisfaire de la situation actuelle. Hein. Oui. Une fois que tu es député, a fortiori député européen, ma foi, tu peux savoir ce que nous, on sait, mais tu te dis, bon, avec 10 000 ou 15 000 euros par mois, la situation n'est pas si mauvaise. Tu vois. Donc, il faut connaître les priorités. Pour le moment, en Occident, malgré l'appauvrissement considérable d'une bonne partie de la population, ça me paraît assez évident, hein, au moins depuis l'euro, la monnaie européenne, il y a un appauvrissement de la population, c'est sûr. Mais on n'en est peut-être pas encore au point où les gens peuvent se révolter physiquement, comme les agriculteurs l'ont fait récemment. Là. On n'en est peut-être pas encore là. Donc, écoute, je ne sais pas trop quoi te dire. Moi, je pense qu'on est dans une impasse. On est dans une impasse. Les gens comme nous sont dans une impasse. C'est-à-dire qu'on sait beaucoup de choses, mais on n'est que spectateur de ce qui se passe. Tu vois bien que pour un mot de travers, aujourd'hui, tu peux faire l'objet de poursuites judiciaires. Et il y a très peu de gens, finalement, dans le milieu, qui osent parler, exprimer clairement, plus ou moins clairement, leurs opinions. Là, je vois que le dernier truc en date, c'est hier. Mila, l'influenceuse Mila, est poursuivie par la LICRA pour juste. Enfin, j'ai pas vu exactement, mais visiblement, c'est un mème. Tu vois trois bras tendus avec en dessous Adidolphe. C'est un truc à prétention humoristique. Mais il y a des gens qui rigolent pas beaucoup, en fait. Donc, la LICRA décide de porter plainte pour un truc aussi con, quoi. Alors que la LICRA l'a soutenu à l'époque quand tu es tapé sur les musulmans et compagnie, quoi. Oui, la LICRA et beaucoup d'autres personnes de cette, de cette communauté. Enfin, pas tout le monde dans cette communauté, mais voilà, écoute, on se demande aujourd'hui on se demande où sont les limites à ne pas franchir pour ne pas être en but aux poursuites judiciaires. Oui. Donc ensuite, on peut me dire ce qu'on veut sur l'Iran, sur la répression politique ici ou ailleurs. Mais je vois qu'en France, on n'est pas libre de s'exprimer comme aux États-Unis, ni en Australie, ni en Angleterre, ni en Allemagne, certainement pas en Allemagne. Donc, visiblement, il n'y a qu'aux États-Unis où les gens peuvent s'exprimer librement. Il ne faut pas non plus exalter la liberté d'expression totale et absolue. Les limites, elles sont claires. Enfin, pour moi, elles sont claires. C'est-à-dire pas de menaces physiques, pas d'injures et pas de promotion du terrorisme ou de. Voilà, mais ensuite, pour ce qui concerne du domaine des idées, chacun doit pouvoir s'exprimer correctement. Ce n'est pas le cas en France, ce n'est pas le cas dans les pays occidentaux. Il n'y a qu'aux États-Unis où la liberté d'expression est totale dans le cadre que je t'ai dit. Oui. Donc, mais c'est assez terrible parce que il y a beaucoup de gens qui ne sont pas concernés. D'ailleurs, l'électeur de base n'est pas concerné. Celui qui travaille 8 heures par jour, il s'en fiche de la liberté d'expression. Les réseaux sociaux, c'est une chose, mais la majeure partie de la population n'est pas tellement concernée par ça. Ouais, c'est pas faux, ouais. Alors d'ailleurs, grâce ou à cause de tes livres, tu es un des seuls de la dissidence à avoir fait de la prison pour tes idées. Qu'est-ce que tu retiens de cet enfermement, que ce soit ce pourquoi tu es condamné ou même le traitement médiatique à ton égard? Moi, écoute, la prison, j'y pense encore tous les jours. Ah ouais? Ouais. Et tu vois, ça fait 4 ans que je suis sorti là. 2021, ça fait 5 ans. Et j'y pense encore tous les jours. Et c'est vraiment, enfin moi, ce que j'ai vécu, c'est traumatisant. Hein. Donc, comme je l'ai déjà dit, j'ai été non seulement à l'isolement, mais aussi j'ai subi le confinement. C'est-à-dire que isolement plus confinement, je pas du ping-pong, il n'y avait pas piscine tous les jeudis. C'était vraiment très très difficile. J'ai vraiment été traumatisé. Avant, si tu veux, c'est vrai que j'avais pas peur de grand-chose, on va dire ça comme ça.
Et quand je suis sorti de prison, je me suis tout de suite dépêché de régler toutes les factures, tout ce que je devais aux uns et aux autres, les parties civiles, le trésor public. C'est vrai que j'ai été assez échaudé, mais c'était le but. Hein. C'était le but. Moi, je m'en souviens très bien d'avoir été terrorisé en prison par une surveillante qui était arrivée à 8h30 du matin pour me présenter un document à signer. Et en l'occurrence, c'était l'appel d'1 an de prison ferme supplémentaire pour cette fameuse vidéo de l'hystérie que j'avais eu le malheur de republier une deuxième fois après une première condamnation. Mais je ne savais pas que je pouvais être condamné 2 fois pour la même chose, quoi. Donc, c'était 1 an de prison ferme supplémentaire. L'ancien avocat me jurait qu'il avait fait appel, mais l'appel était passé. Enfin bref, ça a été vraiment. J'étais terrifié, quoi, de passer 1 an un an de plus dans cet enfer. J'étais terrifié. J'ai vraiment eu peur. Et c'est pas que la seule fois où j'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur plein de fois, mais c'était le but. Et j'oublie pas d'ailleurs que tu sais, Ivan Colonna, dans sa prison dans le sud de la France, a été tué par un détenu islamiste. Je crois qu'ils étaient dans une salle de sport. Ils devaient être à l'isolement aussi, mais un isolement spécifique, comme moi j'étais. C'est-à-dire, tu es à l'isolement, mais en promenade, tu peux te retrouver avec 1, 2, 3 personnes qui te ressemblent un petit peu, avec qui tu peux parler, dans une petite cour de promenade de 20 mètres carrés, quoi. Et c'est là où il a été tué, voire même assassiné par un islamiste. Je n'ai pas suivi toute l'affaire, mais le fait est là. C'est que, ça a provoqué ensuite des émeutes en Corse. Mais est-ce que c'était programmé, ça? Est-ce que c'était organisé? Je ne sais pas par la direction de la prison, mais peut-être par est-ce que c'était une décision politique? Je ne sais pas. Moi, ce qui est sûr, c'est que dans un premier temps, alors j'ai plus toutes les dates en tête, mais j'avais été accusé de racisme par un détenu guadeloupéen avec qui j'étais justement dans cette cour de promenade. On était 4 à un moment donné. J'étais essentiellement avec Alexandre Gillet, un identitaire qui est toujours en prison, hein, le pauvre. Hein. Et ensuite, au bout de 3 mois, il y avait 2 autres détenus qui sont venus dans notre cour de promenade. Un petit assassin quelconque, un dracaille, un blanc, hein. Et puis ce trafiquant de cocaïne guadeloupéen, un jeune gars de 20 ans. Enfin, j'ai tout expliqué dans le bouquin, hein, dans le coup de la loi. Mais j'ai été ensuite accusé d'avoir tenu des propos, mais outrancièrement racistes à l'égard de ce Guadeloupéen, ce qui était faux, parfaitement faux. Mais bon, tu sais, quand tu accuses un mec d'extrême droite, la justice est très diligente, hein, ça va très vite. Et vraiment, c'est le procès. Tu vois, j'en ai eu des procès. Hein. Procès en première instance, procès en appel, j'en ai eu pas mal. Mais c'est vraiment le procès qui m'a le plus affecté parce que j'étais totalement innocent. Et je peux t'affirmer que j'avais la rage au ventre. Hein. Donc, on a été séparés de la cour de promenade après ça. Il y a eu ce qu'on appelle un CRI, un rapport d'incident. Et je savais que ça allait donner lieu à un autre procès. Et donc, pendant un moment, je me suis retrouvé seul, séparé d'Alexandre Gillet, le seul copain que j'avais dans cette tôle, suite à cet incident. Et donc, je me suis retrouvé tout seul. Et au bout de 3 semaines, la porte s'ouvre, promenade. Promenade, mais je dis, mais ça ne m'intéresse pas. Vous le savez bien, si je suis tout seul, ça ne m'intéresse pas. Parce que la promenade, si tu veux, dans le froid, ouverte à tous les vents, dans 20 mètres carrés, où tu ne peux même pas t'asseoir, c'est 4 murs de béton, hein, c'est tout. Bon, je préfère être dans mon lit, hein, tout simplement, ou à mon bureau. Mais là, je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas si je suis tout seul. Il me dit, non, là, vous n'êtes pas tout seul. Bah, je fais, super, formidable, enfin, voilà, ils comprennent. Et ils me mettent avec le seul mec du couloir qui a une fiche rouge, c'est-à-dire un mec ultra violent. Et je savais effectivement qu'il était ultra violent, je l'ai su ensuite, puisque quand j'étais au mitard, il y avait un mec juste en dessous, au bâtiment D2 en face, qui me parlait de ce mec, qui me disait effectivement, il pose beaucoup de problèmes, il est ultra violent. Et c'était un noir aussi. Alors, bon, première 2 heures de promenade avec lui, ça s'est très bien passé. Moi, j'ai écouté son problème que je trouvais très intéressant. Il avait été impliqué dans une affaire de proxénétisme. Mais d'après ce qu'il me disait, je disais, mais tu as été utilisé comme gérant de paille, puisque c'est pas toi qui gérais l'affaire. Alors, il m'a parlé effectivement des vrais gérants, et puis j'ai compris qu'il avait été peut-être manipulé. Alors, son histoire m'intéressait, mais ensuite, j'ai réfléchi le soir, et avec mon épouse, on en a parlé, et c'était pas tenable, quoi, d'être un mec
paranoïaque, parce qu'il était véritablement paranoïaque. Il me disait qu'il était un ancien des forces spéciales et qu'il pouvait bloquer la porte de sa cellule avec un briquet. Alors, je ne sais pas comment il se débrouille, mais tu sais que la porte s'ouvre, non pas vers l'intérieur, mais forcément vers l'extérieur, pour éviter qu'un détenu ne mette le lit devant et empêche le passage des surveillants. Mais enfin, visiblement, il était vraiment paranoïaque. C'est évident que ça se serait mal passé. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont mis, alors sachant que j'étais accusé d'horribles propos racistes envers les Noirs, pourquoi est-ce qu'ils me remettent à nouveau avec un Noir qui plus est ultra violent et potentiellement très dangereux? Si c'était pas peut-être pour me tuer, j'en sais rien, pour me fracasser la tête contre un mur, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pesé le pour, j'ai pesé le contre. Et finalement, ensuite, je suis resté 2 mois et demi dans ma cellule sans sortir. Et je peux t'affirmer qu'avec le vacarme qu'il y a, parce qu'en plus, moi, je suis un hyper auditif, je suis très sensible des oreilles, avec le vacarme qu'il y a aux fenêtres, tout ça, enfin, c'était absolument horrible, quoi. C'était horrible. J'ai été traumatisé par la prison. Mais vraiment, enfin, j'ai pas du tout envie d'y retourner. Et je me souviens avoir dit à Alexandre et aux 2 autres, quand on était encore un peu potes, je me disais, moi, vous ne me reverrez jamais en prison, les gars, c'est terminé, je ne veux plus y retourner. Hein. Mais il y a des gens qui s'adaptent beaucoup plus facilement. Hein. Visiblement, tu sais, quand t'es pas très instruit, pas très cultivé, quand t'es voilà un peu basique, je pense que tu peux supporter la prison plus facilement. Il y a des gens qui la supportent plus facilement, hein, c'est clair. Mais la prison, non, c'est pas pour moi. Et je vois pas non plus. C'est vrai que Soral en prison souffrirait, je pense. Hein. Jérôme souffrirait aussi, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas pour des gens comme nous. Écoute, si au moins, c'est ce que j'ai écrit, si dans le couloir d'isolement, il y avait une trentaine de mecs comme moi, tu vois, on pourrait aller en promenade. Les seules fois où je me suis senti un petit peu bien, c'est quand on rigolait en promenade avec les 2 autres lascars. Là. Alors, ça s'est correctement passé pendant 2-3 semaines. Écoute, juste 2 heures de promenade à rigoler un peu. Voilà, ensuite j'étais bien. Mais ça n'a pas duré longtemps. Hein. Et, tu vois, si tu es dans une prison où tu es avec des détenus qui te ressemblent, ça peut se passer correctement. Le temps peut s'écouler à peu près correctement. Mais tu sais, ça ne dépend pas de la prison en elle-même, ça ne dépend pas. En fait, tout est extrêmement fragile. Il suffit d'un détenu, d'un surveillant qui t'a dans le collimateur, il te pourrit la vie, quoi. Mais le pire, c'est même pas ça. Le pire, c'est d'avoir des procès qui te tombent dessus alors que tu es en prison. Si on te dit que tu sors à telle date, je ne sais pas, tu sors le 17 septembre, tu es sûr de sortir le 17 septembre, eh ben, tu patientes, il n'y a pas de problème. Mais si le 15 mai, tu reçois un papier, tu te dis tu as encore un procès et que tu risques de passer encore 2 ans en plus, ça te démolit, ça te défonce le moral. Et moi, combien de fois j'ai été extrait de ma cellule pour passer à nouveau en procès, en première instance, en appel, au commissariat de police pour une nouvelle procédure. Je m'en souviens, tu me parlais de Benedetti tout à l'heure. J'ai été extrait de la cellule pour une connerie qu'on a faite ensemble en 2019 dans une manif, un truc vraiment sans importance, mais qui a donné lieu à un procès. Oui. Et je me retrouve extrait de Fleury-Mérogis et je me retrouve dans le sous-sol du commissariat du 5e arrondissement pour une nouvelle procédure. Et ça te démolit, quoi. Ça te démolit. Alors moi je te dis, hein, quand on te donne un papier où tu crois que ta date de sortie c'est au mois de janvier, et finalement c'est le janvier, mais l'année suivante, t'es défoncé. Hein. Ouais. Donc non, j'en ai absolument un mauvais souvenir, mais c'est le but recherché, tu sais, en prison, hein, c'est d'avoir de très mauvais souvenirs pour pas y retourner. Mais je te dis, tout le monde n'est pas comme moi, il y a des gens qui s'en fichent. Moi, la plupart des gens, parce que j'ai rencontré des gens en prison, mais dans les fourgons cellulaires, tu sais, parce que comme j'étais à l'isolement, à part la promenade où j'avais que Alexandre Gillet pour parler, et puis ensuite pendant 2-3 semaines, les 2 autres couillons, là, j'avais personne à qui parler. Donc, si, il y a le bibliothécaire. Mais bon, les discussions étaient un peu basiques. Mais sinon, dans les fourgons cellulaires, ouais, je parlais avec des lascars, hein, c'était essentiellement des Noirs et des Arabes. Donc, et des gitans aussi. J'ai raconté tout ça dans le bouquin. Je me souviens d'un gitan qui était à côté d'un noir, juste en face, parce que le fourgon cellulaire, alors il y a 3 types de fourgons cellulaires, hein, mais alors, tu peux être assis ou bien face à la route, ou bien de manière latérale, des grillagés, pas grillagés. Mais c'était bon, deux petits voleurs à l'arrache, genre des 2 cambrioleurs. Mais quand même, vous piquez les économies des vieilles mémés, les gars, là. Et on s'en fout, c'est pas grave, c'est des bijoux de famille, c'est pas.
Je leur dis, bah oui, mais enfin, vous avez quand même un drôle de raisonnement. Surtout toi, là, le gitan, tu prétends être chrétien. Il me fait, mais moi, je suis un pauvre pêcheur. Enfin, tu vois, ils s'en foutent, ils parlent par-dessus toutes les Ouais. lois morales. Je leur dis, bah oui, mais il ne faut pas s'étonner, les gars, d'être en prison. Et alors, ce mec, il m'avait expliqué cette arnaque aux faux policiers qu'il faisait avec ses copains, là, le gitan. Ah Hein. oui. Ils sont passés pour des policiers. Donc, ils arrivent chez les gens en disant qu'il y a eu un cambriolage. Ils viennent chez les vieilles dames qui le suivent dans la rue. Et puis, vos bijoux sont bien cachés, madame, vos économies sont bien cachées. Ah oui, tu sais, les gens sont très confiants, les personnes âgées. Attendez, madame, on va asperger un produit là pour voir les empreintes digitales. Veuillez vous éloigner, allez dans la pièce d'à côté. Bah, ils piquent tout, ils s'en vont, quoi. Enfin, c'est. Mais moi, je veux dire un truc chez mon père, parce que mon père est décédé quand j'étais en prison. Chez mon père, tu aurais pu le cambrioler un jour. Tu revenais 3 jours plus tard, après le cambriolage, il t'offrait un café. Hein. Sans problème. Tu sais, les personnes âgées, il y en a beaucoup qui n'ont pas toute leur tête, et puis tout le monde sait que quand tu as 80 balais, tu as un peu d'économie. Voilà, moi je sais que j'en ai parlé avec ma sœur, après le décès de mon père, les pièces d'or ont disparu. Il y avait une dizaine de Napoléon en or, ça a disparu. Son alliance en or a disparu aussi. Donc, mais ça, c'est la vie de la prison. Tu apprends des petits trucs comme ça, ici et là, sur les conneries que peuvent faire les uns et les autres. Cela dit, objectivement, il vaut mieux éviter de fréquenter les gens qui sont en tôle pour ce genre de choses. Quoi. Donc, non, pour répondre à ta question, très mauvais souvenir de prison. Traumatisant. Okay. Je ne suis pas resté longtemps, je suis resté 7 mois. T'imagines ? Ouais. Écoute, j'en ai lu des témoignages sur la prison. Ouais. Déjà, pour écrire mon livre, et puis mon épouse m'envoyait des livres sur la prison aussi. Il y avait Solzhenitsyn, il y avait Céline, bien sûr, Alphonse Boudard. Ce que je peux dire, c'est que les prisons françaises aujourd'hui sont quand même bien plus confortables, entre guillemets, malgré tout, que les prisons françaises. Je pense à Fresnes en 1944-45, par exemple. Même plus tard, dans les années 50, Alphonse Boudard en parle. Il gèle. L'hiver, il fait très, très froid. Les conditions ont quand même été bien améliorées. Mais voilà, il faut éviter d'y aller. Moi, j'ai pas tout fait pour y aller en prison. Mais c'est vrai que je prenais un peu les choses à la légère. Tu vois, j'ai récupéré en relisant certains procès-verbaux à 2 reprises, au tribunal et chez un juge d'application des peines. Je dis, écoutez, moi j'en ai marre, les travaux d'intérêt général, ça ne m'intéresse pas, mettez-moi en prison. Bon, je ne dis pas que je l'ai cherché, mais je n'étais pas conscient, si tu veux, de ce qui allait m'attendre. Disons qu'il y avait aussi une question d'honneur, quoi. C'est-à-dire que je ne dis que la vérité, je ne dis rien d'autre. Je n'insulte personne. J'ai peut-être eu des propos qui essentialisaient, comme on dit. C'est ça qui m'a porté préjudice. Des généralisations. Mais même sur la vidéo hystérique, qui est vraiment le truc qui m'a posé le plus de problèmes, je ne généralisais pas. Je donnais simplement des témoignages. Je crois qu'il y en a une vingtaine. Et je dis, chez les dit que le problème, il vient peut-être plus de là, quoi. Et regarde l'information qu'il y a eu il y a quelques mois sur la ministre des colonies en Israël. Ouais. Il y a eu ce même type d'affaires là. Mais ce qui est effarant, c'est que parce qu'ensuite, donc finalement le procès, il y a eu un procès en appel qui n'aurait pas dû avoir lieu, qui finalement a été accepté alors que j'étais en détention. Le procès en appel a eu lieu après la détention. Donc, je suis sorti de prison. J'ai été condamné, évidemment, de nouveau, mais pas de la prison ferme, enfin, en tout cas, une peine de prison ferme, mais sous bracelet électronique. Et en même temps, à quelques jours près, Yolande Zoberman, une réalisatrice israélienne, reçoit le prix du meilleur documentaire pour son film M, Menahem, qui traite exactement de ce que j'ai dit dans la vidéo. Alors, moi, je suis condamné à de la prison ferme, et en même temps, elle reçoit le prix du meilleur documentaire. Menahem, regardez, ce n'est que ça, c'est-à-dire, c'est un jeune cantor israélien, donc un chanteur de synagogue,
qui retourne en Israël, qui a la haine, hein, enfin qui avait la haine, mais voilà, il en est revenu, il retourne en Israël, dans le quartier de Bnei Brak, là, à côté de Tel Aviv, et où c'est un quartier de juifs hassidiques, et tous les gens qu'il rencontre, tous les jeunes qui parlent là, sur la plage, lui disent tous avoir eu le même type de problème. Qui plus est, enfin, oui, avec leur père, avec leurs frères, leurs sœurs. Donc, voilà, écoute, moi j'ai toujours été honnête, hein, je n'ai jamais dans tous mes livres, dans les 7 livres de 400 pages, je n'ai jamais dit que la vérité. Je n'ai jamais déformé un propos, extrait un propos d'un passage qui correspondait pas à ce que je disais. J'ai toujours été honnête. Alors j'ai été un peu excessif, parfois un peu trop moqueur, sans doute. Quelques propos ont pu. Tiens, regarde, là j'ai un livre sur. Alors j'ai dit, tiens, je rebondis là-dessus parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, monsieur Harrison, vous aviez dit après votre sortie de prison que vous cessiez de parler de ça. Effectivement, je me suis mis à en reparler. Mais non, je n'ai pas dit que je cessais d'en parler, j'ai dit que je cessais d'étudier. Et j'ai cessé d'étudier. Depuis ma sortie de prison, j'ai cessé d'étudier. Dans mon dernier livre, Le coup de la loi, il y a encore effectivement des passages de livres écrits par des intellectuels. Mais ce sont des livres que j'ai lus en prison. Certains livres à la bibliothèque d'Isaac Bashevis-Singer, par exemple, je les ai lus en prison. Donc, après ça, je n'ai pas ouvert un livre que je ne connaissais pas d'un intellectuel juif. Tiens, regarde, là j'ai Léon Daudet, là. Léon Daudet que je recommande vraiment à tout le monde. Hein. Alors vraiment, dans la collection bouquins, pour comprendre la fin du 19e siècle, l'univers parisien et intellectuel de la fin du 19e siècle. Moi j'adore Léon Daudet, d'abord c'est une très grande plume. Et puis c'est un véritable écrivain, il y a beaucoup d'images très imagées, faut lire les portraits de certaines personnes, voilà, c'est extraordinaire. Moi j'aime beaucoup Léon Daudet. J'en ai parlé un peu sur X, là, Kravchenko, j'ai choisi la liberté, c'est vraiment un livre à lire. On pourra en reparler si tu veux. Mais là, si je te parle de ça, c'est que là, j'ai les chuchoteurs Orlando Figues. Et donc, c'est les chuchoteurs, c'est-à-dire en Union soviétique, les gens qui étaient obligés de parler vraiment à voix très très basse pour dire ce qu'ils pensaient du régime. Mais quand tu lis Kravchenko, tu te rends compte que, notamment pendant la Grande Purge dans les années 30, tout le monde se méfiait de tout le monde. Il fallait te méfier de tes propres enfants. Il fallait te méfier de tes propres amis, parce que le moindre propos sur tel dirigeant soviétique pouvait être rapporté à un sous-fifre du NKVD et tu disparaissais ensuite de la circulation, on ne te voyait plus. Même des ouvriers s'étonnaient de voir que leurs amis avaient disparu. Même des ouvriers, pas seulement les cadres du régime. Vraiment, le bouquin de Kravchenko est extraordinaire. Alors, c'est un petit peu difficile à lire, il rentre vraiment beaucoup dans les détails. Et alors, il a fui l'Union soviétique en 1949. Il a été envoyé, c'est un responsable, un ingénieur en métallurgie, envoyé aux États-Unis en 1949, mais lui, il voulait déjà fuir. Il avait déjà projet de fuir. Donc, il croisait les doigts, il se faisait passer pour un bon communiste, un bon stalinien, bien dans la ligne. Mais il y avait déjà des choses qui lui avaient été reprochées, mais il avait déjà ça en tête, de quitter le pays pour témoigner, quoi. Et vraiment, J'ai choisi la liberté, c'est vraiment un grand livre, sauf qu'il avait compris, tu vois, il avait déjà compris certaines choses, il ne parle pas du petit peuple, comme dit Solzhenitsyn. Il n'en parle pas à aucun moment. Hein. Là, dans ses portraits, il dit il était petit, c'était un petit gros, avec des grosses lunettes, ou tu vois, bon, tu comprends. Okay. Mais il n'en parle pas. Évidemment, s'il en avait parlé, je pense qu'en 1949, son livre n'aurait pas été publié. Donc, mais le problème n'est pas là. Là, vraiment, il te fait comprendre que le régime soviétique, mais c'est évidemment ce qu'il y a eu de pire dans l'histoire de l'humanité, quoi. C'était absolument effroyable, effroyable. Et alors, si je te parle de ça, parce que je rebondis, tu me dis, je te disais que j'avais cessé de lire des livres d'intellectuels. Orlando Figues n'est pas juif. Mais là, c'est pareil, dans les chuchoteurs, je suis désolé, il le dit lui-même. Hein. Tiens, regarde, j'ai corné la page. Et si je t'en parle, c'est que j'ai été condamné pour ça aussi. Ah oui, d'accord. Ben, oui, c'est pas moi qui le dis. Il dit il essentialise. C'est-à-dire quoi ? Prospérait en Union soviétique, il formait une large proportion de l'élite du parti, de la bureaucratie, de la hiérarchie militaire et de la police. Ah ouais, d'accord. Mais c'est pas moi qui le dis. Là, on est dans la collection Folio. Tu vois, c'est collection Folio. Donc, de quand il date, donc vivre et survivre sous Staline. Oui, c'était plutôt survivre. Hein.
2007, collection Foyo. Alors voilà, est-ce que ça tombe sous le coup de la loi? Il dit, il dit pas certain. Mais c'est ce que j'avais dit au tribunal au mois de décembre 2020. On ne dit pas certains Français ont gagné la bataille d'Austerlitz. On dit les Français ont gagné la bataille d'Austerlitz. Mais pour ces gens-là qui sont extrêmement susceptibles, il faut dire certains, un peu, il y en a des biens, tu es obligé vraiment de prendre des pincettes. Ouais. Mais donc là, normalement, Orlando Figues, normalement, ça tombe sous le coup de la loi, il devrait être poursuivi et condamné. Alors s'il ne l'est pas, c'est que voilà, c'est un propos sur 600 pages encore, 540 pages. Et puis, il n'est pas connu, d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est français, et enfin, bref, il n'est pas connu pour faire du militantisme. En fait, ils portent plainte comme ils veulent, quand ils veulent. Et là, je me demandais hier si Mila aurait été poursuivie par la LICRA, si elle avait conservé son avocat, Richard Malka. Est-ce que tu sais, toi, pourquoi est-ce que Richard Malka n'est plus son avocat? Du tout. Non, moi non plus, je n'ai pas regardé. Mais ce que j'essaye de te dire, c'est que si tu fais trop de bruit, si tu les emmerdes trop, ils cherchent le moindre petit prétexte pour te poursuivre. À partir du moment où tu es poursuivi, tu es quasiment certain d'être condamné. Sauf si ce sont des propos contre l'islam. Là, tu t'en sors. Il y a des gens à l'extrême droite qui se vantent de gagner tous leurs procès. Hein. Tu sais ça? Et oui, mais c'est contre l'islam. Voilà. L'islam ou contre des islamistes. Voilà. Mais voilà, on est dans cette société qui dérive lentement vers un totalitarisme. Écoute, là, j'ai vu une vidéo tout à l'heure, là, ce matin, donc on est le 25 janvier, là, sur l'Australie. Un mec qui a tenu, pareil, un propos sur une petite communauté. Le mec, 6 heures du matin, 5 flics qui arrivent chez lui, qui l'embarquent en Australie. En Angleterre, c'est pareil, hein, des propos contre l'immigration peuvent t'emmener au tribunal. Écoute, il y a un totalitarisme latent dans la société contemporaine occidentale qui est inquiétant et qui rappelle précisément ce que ça peut devenir si l'on regarde la période de la Russie, l'URSS stalinienne, quoi. Ouais. Potentiellement, on tend vers cela, c'est évident, c'est-à-dire le contrôle de la pensée et le contrôle, alors pas le contrôle des richesses, c'est ça la différence, hein. C'est-à-dire que même si les cadres en Union soviétique, Kremchenko en parle dans un de ses passages, il y avait quand même une différence de salaire qui allait de 1 à 20 en Union soviétique, ce qui est déjà pas mal. C'est-à-dire quelqu'un qui gagne 2000 € en bas de l'échelle, si je puis dire, mais l'échelle est encore plus basse en France, hein, peut côtoyer quelqu'un qui gagne 20 000 €. Voilà. En Union soviétique, c'était ça. Dans les pays occidentaux aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin, puisqu'il y a des gens qui sont milliardaires à foison. Donc les différences de revenus sont beaucoup plus importantes. Mais est-ce que c'est ça l'essentiel pour les gens qui veulent nous contrôler? Je crois que c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est de nous emmener vers le monde parfait auquel ils aspirent. Oui. Un monde sans violence, on en parle beaucoup. Non, mais ça peut faire rêver. Hein. Ça fait rêver les jeunes de 15 à 25 ans. Un monde parfait où tous les gens seraient égaux, il n'y aurait pas de discrimination. Les gens seraient heureux. À partir du moment où tu commences à vouloir évoluer vers cela, ça dégénère très rapidement en dictature et en totalitarisme. Le contrôle de la pensée, le contrôle de la population. Tiens, regarde, hier, on apprend que SOS Racisme a pratiqué un testing, mais à haute échelle. Hein, je sais pas, il y a eu combien ils ont fait 14 000 tests, un truc comme ça. Bon, avec quel argent? Ils sont subventionnés par l'État, donc ça ne leur pose pas trop de problème. Hein. Mais auprès des agences immobilières, pour voir dans quelle mesure les agences immobilières, ils se faisaient passer pour des blancs propriétaires qui voulaient louer leur maison ou leur appartement. Dans quelle mesure les agences immobilières s'accordent avec le loueur, le bailleur, pour filtrer le futur locataire. Ouais. Ne vous inquiétez pas, on mettra des gens comme vous. Donc évidemment, la moitié des agences immobilières ont considéré que
c'était intenable et discriminatoire, mais une bonne moitié, c'est ce que j'ai cru lire, une bonne moitié de ces agences immobilières s'accordent avec le propriétaire bailleur pour Ah, mettre des d'accord. blancs comme lui, ne vous inquiétez pas. Donc, Ah, ouais. tu vois ce que je veux dire, c'est que Hum. SOS Racisme, qui n'est pas dirigé, à ma connaissance, par des Bernard-Henri Lévy ou des Daniel Cohn-Bendit, s'accorde avec les, les mondialistes ou les ex-mondialistes qu'il y avait dans les années 2010 Ouais. pour contrôler la population. Mais ça, eux, c'est leur intérêt. Je veux dire, tous les Noirs et les Arabes qui sont en France, eux, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir avoir accès à tous les bienfaits de la société de consommation occidentale. C'est leur intérêt. Donc, en plus, ils sont financés par l'État, bah, pourquoi se gêner? En plus, ils voient qu'à chaque fois qu'ils dénoncent les Blancs, le colonialisme, le racisme de ces sales Blancs, ils sont soutenus par la grande presse, par les télévisions. Bah, pourquoi se gêner? Allons-y, écrasons-les. Hein. Donc, en fait, il y a une convergence d'intérêts entre les gauchistes, qui sont manipulés, hein, les gauchistes, une bonne partie des immigrés, noirs, arabes essentiellement, et puis une partie du judaïsme qui restait de gauche et d'extrême gauche, sachant qu'une autre partie a viré complètement à l'extrême droite, mais l'extrême droite néoconservatrice, sioniste, comme on dit par chez toi. Hum. Voilà. Ouais, je vois. Donc, et puis au milieu de tout ça, bah, il y a le français de souche, hein, le pauvre con, l'européen de souche, qui est là, qui en a un petit peu marre, qui trépigne, et à qui on propose une offre électorale qui, à mon sens, n'est guère satisfaisante, parce que l'offre électorale, si on écoute Sarah Knafo ou Bardella, on dit, par certains côtés, c'est inspirant. Et puis au final, de toute manière, je crois que ça peut difficilement être pire que ce que l'on vit depuis 50, 60 ans en France et en Europe. Hein. Mais un programme électoral est une chose. Ensuite, il y a la confiance. Est-ce que tu as confiance, toi, en Bardella? Pas vraiment, non. Et est-ce que tu as confiance en Sarah Knafo? Absolument pas. Mais leur programme n'est pas si mal pourtant. Et leur programme est mieux que celui d'Emmanuel Macron. Oui, c'est sûr. Mais c'est pas tellement. Écoute, à notre niveau où on est, c'est pas tellement une question de programme. Tu peux me présenter un programme magnifique. C'est ça. Si c'est Zemmour ou Bardella qui le présentent, ou Knafo, moi, ça me convient pas. Parce que je n'ai pas confiance. Je n'ai plus Oui. confiance. Et même en Trump, tu vois, Trump, il y a à boire et à manger hein, chez Trump. Hein. Mais là, j'ai cru voir dans le Figaro tout à l'heure qu'il y avait encore un porte-avions qui prenait la direction du détroit d'Ormuz. Oui. Alors même que Trump a été élu sur un programme centré sur les États-Unis et Oui. sur les bienfaits à accorder, à apporter au peuple américain. Ben, je voulais qu'on en parle justement. Comment t'expliques que Trump il trahit ses électeurs comme ça? Bon, écoute, je ne vais pas te donner d'explication, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas frappé. Il a frappé l'Iran, et d'une manière, c'était en juin 2025, d'une manière extrêmement ciblée Ouais. et courte, très courte dans le temps. Ça a donné lieu d'ailleurs à quelques interprétations. On se demandait si je crois il me semble que les forces iraniennes avaient été prévenues de là où les Américains allaient frapper, Ouais. peut-être même prévenues par les Américains eux-mêmes, ce qui fait que les dégâts ont visiblement été assez limités, ce qui fâche un peu les Israéliens. Là, aujourd'hui, il y a un porte-avions qui, avec toute l'armada qui va arriver à côté de l'Iran. On se demande si les Américains vont frapper. Alors, Trump va trahir ou pas? On ne sait pas. Pour le moment, voilà, la seule chose qu'on peut lui reprocher, en tant que non-interventionniste, puisqu'il avait dit avant les élections qu'il n'interviendrait pas, qu'il se concentrait sur les bienfaits apportés au peuple américain, hors de toute intervention extérieure. Finalement, il est quand même intervenu au Venezuela. Bon, il y a le pétrole. Ce qu'on a entendu très récemment à Davos, c'est qu'il a dit, écoutez, vous deviez me donner le prix Nobel, vous ne me l'avez pas donné, bon, bah maintenant, je vais regarder les intérêts du peuple américain, même s'il faut intervenir à l'extérieur. Voilà, c'est ça qu'il a dit, il l'a dit assez explicitement. Hein. Alors, est-ce qu'il prend un virage avec lui? On ne sait pas, il dit une chose et il est le contraire 2 jours plus tard, on ne sait pas trop sur quel pied danser.
En termes de trahison, celui qui a été quand même le meilleur, à mon avis, il peut pas être surclassé par Trump, c'est quand même le président Roosevelt, qui a été réélu, je crois, en 1940, sur un programme clair. Nous ne ferons pas de guerre en Europe. Quelques mois après, il fait la guerre en Europe contre l'Allemagne. Donc la trahison, tu sais, en politique, quand tu fais de la politique, faut pas trop se fier aux paroles des uns et des autres, faut se fier aux actes. Maintenant, pour revenir à Bardet et à Zemmour, non, moi, c'est une question de confiance. Moi, quand tu serres la main à Zelensky avec un grand sourire, je m'interroge, je ne peux pas avoir confiance. Quand tu fais la bise à Meir Habib avec une tape dans le dos, j'ai du mal, ça m'interpelle. Je me suis peut-être trompé à son sujet. Comme quand tu vois la communiste, la LFI, qui fait la bise, je crois, à Van der Leyen au Parlement européen. Comment elle s'appelle? Manon Aubry. Manon Aubry. Voilà. C'est pareil, moi, si je suis communiste, c'est bon, je ne fais plus confiance, c'est terminé. Écoute, c'est une question de confiance. Moi, je crois qu'en termes électoraux, je crois qu'on est dans une impasse, quoi. Voilà, Et alors, au niveau des révoltes iraniennes qui s'intensifient, qu'est-ce que tu en penses, toi? J'ai lu les chiffres ce matin. J'ai lu les chiffres ce matin dans le Figaro, parce que je vois Julien Drey qui nous parle de 30 000 morts. Bon, évidemment, pour lui, tu peux monter très très haut avec ce genre de personnage. Mais le Figaro confirme, le régime a visiblement donné le chiffre, le régime iranien a donné le chiffre de 3 000 morts. Et alors attends, parce que je viens de le lire dans le Figaro d'aujourd'hui, ce sont des aides-soignants, des soignants des hôpitaux iraniens qui ont donné le chiffre de 30 000. Selon les chiffres donnés par des infirmiers, par des médecins, de 5 centres d'ophtalmologie en Iran et 16 hôpitaux. Donc on a 21 centres hospitaliers qui nous donnent le chiffre de 33 000. Attends, je ne sais pas si je fais ça. Tu me vois toujours ou pas, là? Bien sûr, je te vois, ouais. Là, tu me vois encore? Ouais. Le chiffre exact est exactement, je vais te le dire, le chiffre exact est 33 130. Donc, il y a 21 centres hospitaliers en Iran qui donnent le chiffre de 33 130 morts. Et quand tu divises, ça fait 15 000 morts par hôpital. OK? 15 000 morts par hôpital. Donc, ils ont des grands hôpitaux là-bas, quand même. Hein. Ouais. Ils ont des étages, c'est des aéroports, quoi, en fait. Hein. Bon, est-ce que c'est crédible? Écoute, je ne sais pas. Moi, je ne m'interroge pas à ce niveau-là. Je l'avais dit en plus, hein, que ce soit la population vénézuélienne ou la population iranienne, je ne me sens pas trop concerné, en fait. C'est ça. Moi, je n'ai pas ce critère. Tu sais, les humanistes, ils sont humanistes un jour, et puis pas humanistes le lendemain. Les Israéliens, par exemple, en Iran, ils sont très, très humanistes. Hein. Ils pensent vraiment que c'est un crime odieux, quoi, cette répression féroce contre 50, 100, 200 000 morts en 2 jours. Ils sont très humanistes. Mais quand il s'agit de la population de Gaza, ils ne sont plus humanistes du tout. Je crois qu'il y a 6-7 ministres israéliens qui ont parlé des Gazaouis comme des animaux. Ça ne les dérange pas. Et puis bon, ça fait longtemps qu'on sait que certains d'entre eux sont capables des pires atrocités. J'ai sur X, là, j'ai publié un truc là-dessus il y a quelques jours, où je dis quand même qu'il y a quand même un historien, Sever Plocker, qui l'a dit, le pire criminel de l'histoire de l'humanité, c'est quand même le chef du NKVD dans les années 30, là, à la fin des années 30, Genrikh Yagoda, qui est responsable à lui seul de 10 millions de morts. Voilà, donc il y a des gens chez eux qui sont capables des pires atrocités. Les Gazaouis l'ont bien compris, je crois, et pas que les Gazaouis, il y a quelques milliards de personnes qui ont pu assister quasiment en direct à des massacres de civils ces 3 dernières années. Donc on le sait tout ça. Mais pour ce qui concerne l'Iran et la population iranienne, là, ils deviennent vraiment les grands défenseurs du peuple iranien. Non mais c'en est risible.
Mais moi, je raisonne pas comme ça, si tu veux. Je suis pas un humaniste, même si j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui souffrent. Quand je les vois souffrir autour de moi, j'ai de la compassion, bien sûr. Mais là, c'est loin de chez moi. C'est comme si tu me dis accident de train en Inde, 1500 morts. Ça arrive fréquemment. Alors, oui, c'est triste, mais ça te touche pas dans les tripes, si tu veux. Tu les connais pas, c'est loin de chez toi, tu t'en fous, quoi. Bon, moi, je raisonne pas comme ça. Moi, je raisonne d'une autre manière. Moi, j'ai défini un ennemi. Moi, mon ennemi, c'est le mondialisme. Ce sont les gens qui sont en train de transformer les peuples occidentaux en un salmigondis d'ethnies, de mélanges raciaux, qui fait qu'on vit aujourd'hui, en l'espace de quelques décennies, le monde occidental a été transformé. On vivait dans un système, dans une société assez paisible, somme toute, où tu pouvais laisser ton vélo, ta voiture avec les clés dessus, personne n'allait te le piquer. Il y a eu une explosion de l'insécurité, c'est évident, explosion des crimes, des délits, etc. Et c'est évidemment dû à ces vagues successives d'immigration massive venant, alors à l'époque déjà dans les années 30, hein, ça venait essentiellement d'Afrique du Nord, l'Arménie aussi, on en parle, on parle dans les années 30, un peu ce qu'on appelait la Cochinchine, le Vietnam, et puis ensuite, évidemment, l'Algérie, l'Afrique du Nord, etc. Dans les années 2015-2017, il y a eu des vagues de Syriens, des Afghans, enfin, ça vient de partout. Écoute, tiens, je vais te donner une anecdote. Ensuite, je reviendrai à l'Iran. J'ai eu un petit dégât des eaux dans la maison de mon grand-père, après le départ d'un locataire, là. Et je me dis, tiens, je vais faire jouer l'assurance. Plutôt que de tout faire moi-même, là, je vais faire jouer l'assurance. L'assurance a pris ça en charge. C'était un chéneau de gouttière qui était obstrué. Donc l'assurance prend ça en charge. Il y a un peintre, artiste peintre, qui vient. Voilà, je prends rendez-vous avec lui quelques semaines après. Et il y a deux gars qui arrivent. Alors j'appelle l'artiste peintre, je lui dis que je pensais que c'était vous qui viendrez. En fait, c'était le patron, un Français. Les deux mecs qui sont venus, c'était un Arabe et un mec qui venait du Bangladesh. Alors le boulot est correct, hein. Ils ont refait le parquet flottant, ils ont repeint le plafond. Le boulot est très correct, il n'y a rien à dire. Mais le mec, il venait du Bangladesh, il ne parlait pas un mot de français. Et t'imagines, et il arrive dans un petit village de la Normandie, là, à repeindre un plafond et à poser du parquet flottant. Il vient du Bangladesh, c'est pour te dire que même dans les années 60, ça venait d'Algérie, du Maroc, de Tunisie. Maintenant, ça vient du Bangladesh, donc on ne peut pas aller plus loin, si tu veux. Hein. Donc on en est là. Et il y a une volonté. Ne me dis pas que c'est un phénomène naturel. N'insulte pas mon intelligence si tu me dis que c'est comme ça. Il y a des gens pauvres qui vont dans les pays riches. Non, c'est pas un phénomène naturel. Tout ça est organisé, planifié. On le sait. Chaque année en France, il y a 500 000 immigrés qui rentrent chez nous. C'est-à-dire l'équivalent d'une ville comme, je sais pas, comme Bordeaux, quoi. Chaque année. Sous Macron, qu'est-ce qui a dit ça récemment, là? C'était hier ou avant-hier. Sous Macron, 7 millions d'étrangers sont arrivés chez nous. 7 millions d'étrangers. Ah ouais. Sous Macron. Voilà, donc ça n'est pas tenable. Ils veulent nous tuer. Ils veulent liquider les peuples blancs. C'est une évidence. Il y a des gens qui appellent ça le projet Kalergi. C'est-à-dire Kalergi, c'était un technocrate dans les années 30 qui avait comme projet de métisser les peuples européens, de faire une nouvelle race avec des Noirs, des Arabes, des Chinois, tout ce que tu veux. On mélange tout ça, ça va donner quelque chose de formidable. C'est ça qu'on appelle le projet Kalergi. Ça déjà, je te l'ai dit, je crois que c'est à toi que je disais ça. Non, ce projet a déjà été vu à la fin du 19e siècle par Monseigneur de Lassus. Bon, c'est vrai qu'il parle beaucoup moins du mélange des races, c'est plutôt un mélange des peuples. Voilà. Mais ça revient au même. Qui est derrière tout ça? Qui promeut ce projet? Pourquoi? Dans quel but? Quoi? Moi, je suis un autochtone, je suis un Français de souche, et je défends la manière de vivre, la civilisation, la vieille civilisation, qui a quand même donné des fruits qui sont peut-être un peu plus porteurs que ce que l'on peut voir ces dernières décennies, quoi. Bien sûr. Donc, moi, je m'insurge. Le problème principal pour moi, c'est celui-ci. Donc, celui qui porte ce projet aujourd'hui, le responsable numéro 1 en France, mais moi j'habite en France et je suis français, c'est Macron. À partir de là, mon ennemi, c'est Macron. C'est le régime républicain qui a porté Macron au pouvoir.
C'est ça mon ennemi. Donc à partir de là, je soutiens tous les ennemis de Macron. C'est-à-dire en premier lieu la Russie. Macron est anti-russe, anti-Poutine. Eh ben, moi, je suis pro-Poutine. Quels sont les alliés de Poutine? Il y a l'Iran. Eh ben, donc, je suis pro-régime des mollahs, pro-iranien. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Même si les mollahs étaient noirs, même si au lieu d'être musulmans, ils étaient bouddhistes, ça changerait rien. Voilà. Si le principal ennemi de Macron et du régime républicain français et de l'Union européenne, c'est la Chine, eh bien, ma foi, je suis pro-chinois. Voilà, c'est tout. Alors, les gens, alors j'ai posté évidemment un petit peu là-dessus, et forcément, dès que tu fais un chiffre un peu important à 6 chiffres de vues sur Twitter, tu te prends toute une volée de bois vert par des opposants politiques, et tous me traitaient de collabo. Collabo. Bon, moi, ça me gêne que moyennement, parce qu'on est toujours collabo. Par exemple, je vais te donner un exemple tout bête. Les opposants iraniens aujourd'hui, là, ceux qui se sont fait trucider par dizaines de mille, soi-disant, eh ben, ce sont des collabos. Ils attendent l'arrivée des Américains. Ce sont des collabos. Oui, non. Oui, c'est pas faux. Ouais, de ce point de vue-là. Les indépendantistes américains au XVIIIe siècle, c'était des collabos. Ils luttaient contre les Anglais, ils voulaient leur indépendance. Et ils ont accepté l'Alliance française. C'était des collabos. On est tous collabos. Alors évidemment, aujourd'hui, le terme est un petit peu péjoratif, puisqu'on parle évidemment, on pense collabos à ceux qui collaboraient avec les Allemands en 1940. Oui. Mais on est tous collabos. Oui, en fait, attendre d'un pays extérieur qu'on vienne nous sauver, finalement, c'est une forme de collaborationnisme. Bah, bien sûr. Mais au XVIIe siècle, à La Rochelle, au siège de La Rochelle, les Rochelais sont des collabos. Ils attendent les Anglais. OK. Les ligueurs français catholiques au XVIe siècle sont des collabos. Ils attendent l'Espagne. À toute période, dans tous les pays, il y a des collabos. Moi, aujourd'hui, je suis collabo. J'attends les Russes, les Chinois, n'importe qui, les Iraniens. Ouais. Tout ce qui peut nous délivrer, parce que nous sommes prisonniers dans ce pays. Et si vous ne vous rendez pas compte à quel point on est prisonnier pas seulement sur la liberté, c'est l'histoire de liberté d'expression, mais on est prisonnier à tout point de vue. Je ne sais pas, tu fais un héritage, alors ça tourne beaucoup en ce moment, mais tu es ponctionné d'un tiers, je ne sais pas, de centaines de milliers d'euros qui partent dans la poche de l'État, tu as un peu la rage. La France est le pays le plus ponctionné du monde, le plus imposé au monde. Alors c'est pour ça que là, en ce sens, on aurait tendance à rejoindre Sarah Knafo. Bon, à partir du moment où effectivement tu reçois un héritage. Ensuite, il y a tellement de gens qui n'ont plus rien, qui n'avaient plus grand-chose à attendre. Mais même quand tu n'as plus rien, que tu es un simple artisan, un simple auto-entrepreneur, tu te dis, putain, mais on me prend quand même beaucoup d'argent. Alors, pas seulement les 80% de taxes sur l'essence, pas seulement ce que prend l'État en termes de cotisation salariale ou cotisation patronale, mais un auto-entrepreneur, par exemple, d'ailleurs, je crois que la loi n'est pas passée sur les auto-entrepreneurs, et perd ce statut, je crois, au-delà d'un chiffre d'affaires de 25 000 euros. Ah oui, oui, oui. En fait, 25 000 euros, c'est le SMIC. On s'arrange pour que tu aies le SMIC. Si tu veux gagner plus, c'est un autre statut qui te. Alors, écoute, j'ai pas tout suivi sur ce plan-là, mais tu vois à quel point ce que je veux simplement te dire, et ce qui est palpable par tout à chacun, c'est que les gens se sont appauvris. Écoute, sur l'énergie, simplement, ça serait quand même pas compliqué d'importer du gaz russe. Moi, je suis partisan d'une alliance rationnelle avec des pays qui peuvent nous apporter du pétrole pas cher, du gaz pas cher, du tungstène, du fer pas cher. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner. Je pense d'abord aux intérêts du peuple français et des Européens en général. Et j'ai l'impression que nos dirigeants ne pensent pas de cette manière. On pourrait acheter du gaz russe pas cher, mais nos dirigeants préfèrent faire la guerre à la Russie. Et quitte à ce que les Français s'appauvrissent. Regarde le prix de la viande, comment il a explosé. Regarde le prix de toutes les matières premières. Donc, écoute, voilà, pour ce qui concerne l'économie, je ne suis pas un grand spécialiste, hein, je me contente de voir ce qu'il en est. Mais pour revenir à la question iranienne, je crois que nos intérêts à nous, c'est ou bien de ne pas s'en mêler, ou bien de souhaiter le renforcement de ce qui peut nuire à l'Union européenne. Voilà. Ce qui peut nuire à l'Union européenne, aujourd'hui, c'est Russie, Chine, Iran. Voilà. Ouais.
C'est pas plus compliqué, c'est très basique, hein. Mais moi, c'est comme ça que je raisonne. Alors ensuite, tu peux me traiter de collabo, ça me dérange pas plus que ça. Tu peux me traiter d'antisémite, raciste, ça me dérange pas. Alors, il y a eu Jean-Marc Morandini, là, ça change de sujet, animateur phare de CNews, qui a été récemment condamné. Et étonnamment, il reste encore en place sur CNews. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Il demandait des images Oui, c'est ça. de Pendant des nude. faux castings, en plus. Pendant des faux castings. C'est vraiment l'horreur. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais, ouais, mais ouais, ce que j'en pense, je pense ce que tous les gens censés peuvent penser de cela. Qu'il reste sur CNews, en fait, c'est surtout ça le problème. C'est que là, le débat qu'il y a eu encore hier, je crois que Julien Audoul, à qui on posait la question, est-ce que vous retourneriez sur un plateau de CNews? Tu sais, tu sais qu'il est un peu gêné aux entournures, et finalement, il en arrive à dire oui. Mais je crois que Bardella vient d'interdire à tout représentant du Rassemblement national de passer sur les plateaux de CNews. Alors écoute, Morandini, là, je crois qu'il est quand même il joue les équilibristes, là. Il risque quand même de sauter, mais ça serait logique, en vérité, quoi. Ça ne peut que nuire à cette chaîne. J'ai peu de sympathie pour ce qui est dit sur cette chaîne, même si quand même, sur l'immigration, sur l'insécurité, ça va dans le bon sens, il faut le dire. Mais en fait, il profite, si tu veux, il surfe, si je puis dire, sur ce sentiment d'insécurité. Enfin, c'est pas un sentiment d'ailleurs, c'est une réalité. Bien sûr. Pour ensuite nous pousser vers un agenda néoconservateur, c'est-à-dire anti-iranien, anti-Mollah, anti-russe, etc. Donc moi, ça ne me convient pas du tout. Maintenant, pour revenir à Morandini, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La justice est passée, oui, il a été condamné sans doute à juste raison. Donc, il y a des gens que ça ne dérange pas, puis il y en a d'autres que ça dérange. Voilà. Chacun voit les choses à sa manière. Ouais. Alors, 2027 approche à grands pas. De plus en plus de Français préconisent de s'expatrier, de quitter la France. Est-ce que ce n'est pas la dernière solution possible, Hervé? Oui. Mais tu sais, moi, j'y pense très fréquemment aussi. Hein. Enfin, là, je peux pas. Hein. Bah, moi, je suis sous contrôle judiciaire encore. Je n'ai pas le droit de quitter le territoire. Tu vois, je suis allé dans le nord de la France en mois d'octobre, là, novembre. Et sur les plages de Bray Dunes, en l'occurrence, c'est-à-dire sur les terres de mes ancêtres paternels. Mais à la frontière, voilà, il y a une petite borne frontière en face de la mer, là. Alors, voilà, j'ai fait une petite vidéo, c'était inaudible parce qu'il y avait du vent, mais n'ayant pas le droit de quitter le territoire, j'ai mis un pied par-delà la borne frontière, mais l'autre pied restait en France. Tu sais que sur un coup comme ça, ils peuvent t'embastiller. Hein. Il ne faut pas ne jamais jouer. Alors écoutez, si là je m'adresse aux plus jeunes qui peuvent être un peu foufous, ne jamais jouer avec un contrôle judiciaire. Hein. Là, ils vous foutent en prison tout de suite pour vous apprendre à ne pas vous moquer d'eux. Hein. Ne jamais jouer avec ça. Donc, non, j'ai pas le droit de quitter le territoire. Mais sinon, effectivement, oui, si j'étais seul, oui, sans doute, je partirais. Hein. Je partirais. Où, toi? L'idéal, c'est que Moscou fût au niveau de Rome. Ça m'aurait plu, au niveau climatique. Mais oui, Moscou, sans doute. La Suisse, visiblement, la Suisse est quand même inféodée à l'Union européenne hein, sur le plan des mœurs, sur le plan de la justice même. Hein. On voit le cas d'Alain Soral et il est emmerdé aussi là-bas. Ouais. Sur le plan de la répression judiciaire, sur le plan du contrôle politique. L'Italie, est-ce que ça change beaucoup l'Italie en ce moment? Je ne sais pas. C'est plus sain qu'en France, hein, je pense, mais bon, c'est pas une révolution, hein, on est d'accord, c'est pas les chemises noires de Mussolini. La Chine peut-être, non? L'Asie? Ouais, peut-être, oui. Il y a beaucoup d'Occidentaux en Chine hein, qui font du business, hein, mais écoute, mais je crois que je resterai en France malgré tout. Je suis enraciné ici, moi. J'aurais du mal quand même, malgré tout. Bon, je suis un peu tiraillé. Est-ce que c'est pas leur but en plus? Est-ce que c'est pas le but de faire partir les Français de souche, entre guillemets, de leur pays, justement? Peut-être. Il y a tellement de gens, tous les gens qui sont un peu capables, tu vois bien que parmi les gens qui sortent des promotions des grandes écoles, il y en a peut-être 10, 20, 30% qui fuient pour trouver de meilleures opportunités aux États-Unis, notamment en Angleterre. Je crois qu'il y a toujours 100 ou 150 000 Français en Angleterre. Ce pas les chômeurs. Hein. Ce sont les gens qui ont des diplômes et qui veulent gagner de l'argent. Quoi. Ce qui est normal. Pourquoi leur reprocher cela?
Ensuite, il y a quelques identitaires, Conversano par exemple, qui poussent à l'immigration dans les pays de l'Est. Ça fait longtemps, ça fait, je ne sais pas, 10 ans peut-être. Ouais. Pourquoi lui donner tort? Pourquoi s'emmerder dans un pays comme la France où tout nous débecte, tout nous dégoûte, quoi? Donc, ouais, pourquoi pas? Ensuite, moi, je me sens vraiment très français, hein, malgré les accusations de collabo, malgré certaines choses que je peux penser sur certains régimes passés. Je me sens quand même vraiment très français, quoi. Ouais. La francophonie, c'est important aussi pour moi. Mais non, je suis attaché à mon pays. Bon. Et puis, écoute, Drieux-La Rochelle, déjà dans les années 30, disait qu'il se sentait crucifié d'être en France, quoi, d'être patriote. Donc, ça date pas d'hier. Nous, on est crucifiés, torturés, flagellés comme le Christ a pu l'être. Hein. Donc oui, c'est une crucifixion hein, d'être patriote en France, de voir ton pays, mais dégouliné de pu, quoi. En l'espace de quelques décennies. Écoute, ma mère était née en 1933, une belle année. La première fois qu'elle a vu un noir, c'était en 1940, quand les Américains sont arrivés en Bretagne. Il n'y avait pas de noirs. Aujourd'hui, je ne sais pas, tu vas à Saint-Brieuc, tu vas à Nantes ou à Rennes, t'en vois partout. Tu tournes la tête, tu vois des Africains. En l'espace de 2 générations, allez, on va dire, hein, pour être un peu large, en l'espace de 2 générations, notre pays a été défiguré. Quand je dis notre pays, c'est pas que notre pays, c'est toute l'Europe occidentale. Enfin, essentiellement, un copain qui était à Madrid il y a quelques années m'a dit Madrid, c'est vraiment assez sain, c'est beaucoup plus blanc que Paris. Hein. Non, le pire, c'est évidemment le pire en termes d'immigration, parce que c'est quand même ça l'essentiel. Hein, l'essentiel, c'est la submersion migratoire. Le pire, c'est Londres, Paris, Bruxelles. Quand j'étais passé à Francfort il y a quelques années, c'était pas terrible. Je suis passé en Pologne, Varsovie, Toruń, dans le nord de la Pologne, il y a 3 ans, je crois. Ça tient encore, même s'il y a beaucoup de kebabs à mon goût. Hein. Et ça tient. Je pensais que ça serait pire parce que j'étais allé plusieurs fois en Pologne il y a une vingtaine d'années. Ouais. Et déjà, tu sais, après la chute de l'Union soviétique, même dans les années 90, hein, j'y étais allé, tu avais des chaînes comme MTV, tu sais, des chaînes musicales avec des groupes de rap qui tournaient en boucle. Et j'étais persuadé que la Pologne allait s'effondrer en quelques années, quoi. Ouais. Et en fait, ça tient quand même. Sur le plan ethnique, ça tient encore. En Slovaquie, j'y étais au début des années 2000, je voyais des Noirs américains dans les rues de Bratislava, je fais oh là là, ça se goupille mal, mais en fait c'était une caserne américaine qui n'est plus là, ils ont été virés. Donc non, les pays de l'Est tiennent encore. En Hongrie, j'y étais passé plusieurs fois, je voyais des Noirs, enfin je voyais des Africains, mais surtout quand tu prends le car pour revenir à Paris, tu comprends qu'en fait c'est des Français, quoi. Ah, oui, enfin, ils ont la nationalité française. Je suis désolé de le dire, hein, mais il y en avait un qui s'était installé à côté de moi dans un car. Tu vois, tu prends le car, c'était ce qu'il y avait de moins cher, quoi. 17 heures de car. Oh, le salaud, il avait retiré ses chaussures. Enfin, je suis désolé, hein, c'est un cliché. Je ne veux pas généraliser, mais waouh, c'était hostile. Hein. Enfin bref, les pays de l'Est tiennent toujours. Alors évidemment, il y a les pro-ukrainiens, les identitaires droitards clébards pro-ukrainiens qui nous disent que l'Ukraine est un pays blanc, ils sont attaqués par la Russie, qui est un pays multiethnique. Je ne suis pas sûr que ce soit le seul critère à prendre en compte. Hein. Pour moi, à partir du moment où tu définis ton ennemi, tout est beaucoup plus simple. Moi, mon ennemi, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas l'Ukraine. Voilà, je l'ai dit, mon ennemi, c'est l'Union européenne, c'est ces institutions républicaines ou européennes qui organisent la destruction biologique des peuples blancs. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Voilà. Donc tout ce qui est contre l'Union européenne est bon à prendre. C'est pour ça que je suis pro-russe. Je conçois bien qu'il y a des gens comme moi qui sont pro-ukrainiens, j'en ai parfaitement conscience. Mais surtout quand tu es marié à une Ukrainienne, parce que moi, les pro-ukrainiens que j'ai pu rencontrer dans le milieu nationaliste pur et dur, ce sont... en fait, ils étaient tous mariés à des Polonaises, des Ukrainiennes ou des Roumaines. Ah ouais. Voilà. Donc, j'en fais pas une généralité. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas un critère politique. C'est insuffisant pour définir une politique d'ensemble. Donc, fuir dans les pays de l'Est, pourquoi pas. Budapest. Alors ensuite, on peut me dire, ouais, Budapest, ok, ils sont sur une ligne pro-russe, ils entretiennent des bons rapports avec les États-Unis, mais ils sont aussi une ligne pro-israélienne. L'État d'Israël, je veux dire. Peut-être, mais en l'occurrence, ce n'est pas le sujet essentiel. Ce n'est pas le critère essentiel. Ce n'est pas parce que tu es pro-israélien que tu es forcément mon ennemi sur ce coup-là. L'essentiel, pour moi, c'est d'être
anti-Union européenne et de s'opposer à l'immigration qu'impose l'Union européenne, qu'essaye d'imposer à l'Union européenne, qu'essaye d'imposer l'Union européenne aux Hongrois ou aux Polonais, par exemple. Tu sais qu'ils payent des millions d'euros chaque jour pour ne pas prendre de réfugiés. Ouais. Donc c'est clair, l'Union européenne veut nous pourrir. Ouais, c'est clair. Ne pas prendre de réfugiés, tu payes, tu raques. Donc bon, ça n'a pas empêché les Slovaques ou les Polonais de recevoir des milliards et des milliards d'euros de la part des Français et des Allemands, via l'Union européenne, ou les Irlandais ou les Espagnols. Je veux dire, un aéroport en Espagne, au Portugal, un hôpital en Irlande, des infrastructures autoroutières en Slovaquie, c'est nous qui les avons payés. On est d'accord ? C'est pour ça que les prix ont beaucoup augmenté dans ces pays-là. Moi, j'y suis passé plein de fois dans les années 90-2000, et c'était paradisiaque, parce que biologiquement, effectivement, on sait ce qu'il en était, et puis c'était vraiment pas cher. Rien n'était cher, donc c'était un paradis. Quand j'étais passé en Espagne, alors je connais très très peu l'Espagne, je connais juste l'extrême pointe de la côte méditerranéenne et l'extrême pointe de la côte atlantique. Mais quand j'étais passé à Saint-Sébastien il y a quelques années, je vois les tapas, je crois que c'était 1 euro le tapas. Putain, l'Espagne, c'est le même prix qu'à Paris, quoi, laisse tomber. Mais je crois que c'est encore un peu moins cher, d'après ce que j'ai entendu dire. Pour les pays de l'Est, c'est encore un peu moins cher. Mais globalement, voilà, l'Union européenne nous a appauvris considérablement et il n'y a pas vraiment d'endroit où se réfugier. Je ne te parle même pas de liberté d'expression. La liberté d'expression, c'est mort dans toute l'Union européenne. Si tu as un problème avec la justice, on te rattrape, on te chope et on t'emmène dans une prison française. Et ça ne va faire que s'accentuer. Regarde le projet de loi qui a été admis en commission des lois par c'est Caroline Yadan, là, la représentante des Français à l'étranger en Israël, non mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire qu'elle est semi-française. On est d'accord, parce qu'elle représente les Français en Israël. Donc, tu es un peu israélienne, je crois qu'elle a la nationalité israélienne, elle est semi-française, ou plutôt sémi-française, sémito-française, on pourrait même dire. Et elle vient aujourd'hui, elle souhaite nous imposer des lois qui tendraient à réprimer toute critique envers l'État d'Israël, envers son deuxième pays, qui est peut-être même son premier pays. Tout dépend de la manière dont tu considères la chose. Bon. C'est dingue. Et les parlementaires sont prêts à voter massivement pour. Parce que, pourquoi ? C'est-à-dire que si tu votes contre, quoi, qu'est-ce qui va se passer si tu votes contre ? Tu vas être catalogué comme antisémite, c'est ça le problème ? Tu sais, c'est comme des parlementaires américains, le calcul a été fait, 95%, 80 même, c'est au-delà, je crois que c'est 98% des parlementaires américains ont déjà reçu de l'argent de l'AIPAC. L'association très puissante qui conforte les intérêts d'Israël, de l'État d'Israël. C'est 95% des parlementaires américains ont déjà reçu du pognon de l'AIPAC. Souviens-toi de ce que nous avait dit il y a quelques mois le directeur de Radio Courtoisie. D'ailleurs, je crois que c'était dans une conférence d'Asselineau. Ah oui. Alors, écoute, là, il avait quand même fait très fort, il faut lui reconnaître ça. Oui. Comment il s'appelle Pierre-Alexandre Bouclet, directeur de Radio Courtoisie, qui dit, devant un public de plusieurs centaines de personnes, j'ai été contacté par un Israélien qui m'a proposé 10 millions d'euros pour acheter la boutique. Au moins pour tenir des propos pro-israéliens. C'est-à-dire, si on propose 10 millions d'euros à Alexandre Bouclet, combien on propose à Bardella, combien on a proposé à Marion Maréchal pour aller à Yad Vashem se recueillir ou aller même sur le mur de la lamentation ? Je ne dis pas qu'ils sont corrompus, et je me pose des questions, c'est tout. Pourquoi toujours aller au mur des lamentations ? Pourquoi ? Je ne sais pas, tu peux aller te faire adouber à la cathédrale de Reims. Ça me paraîtrait plus logique, plus conforme aux traditions nationales. Voilà. Écoute, moi, plus ça va, plus je me demande si, finalement, une bonne monarchie de droit divin, avec primogéniture mâle, ça ne serait pas l'idéal. C'est-à-dire que le roi est mort, vive le roi, tu ne te poses pas de questions, tu t'emmerdes pas. Tu as un premier, mais si le roi est gâteux ou infirme ou déficient mental, eh bien, tu as un premier ministre qui s'appellerait Richelieu ou Mazarin. Voilà, et puis ça serait plus simple, mais au moins on serait sûr d'avoir des Français à la tête du pouvoir et pas des sociopathes, des psychopathes, des mégalos ou des paranoïaques. Parce qu'en fait, les gens qui veulent absolument le pouvoir, ils sont motivés par certaines choses, je ne sais pas. Il y a des choses qui ne sont pas forcément saines, quoi. Voilà. Peut-être finalement qu'une monarchie de droit divin n'est pas si mal. Et objectivement, quand je lis Léon Daudet, et tiens, j'ai lu Jacques Bainville aussi, toujours dans la collection bouquins. Alors,
peut aimer ou pas Bainville, mais écoute, c'est bien écrit, c'est clair. Et c'est Bainville que j'ai lu donc, il y a 2-3 semaines, là, qui m'a fait prendre conscience du problème des nationalités au XIXe siècle. Parce que moi, je m'étais toujours dit, après tout, les Italiens ont le droit d'être unifiés à Rome, toute l'Italie, tous les italianophones ont droit, après tout, d'avoir un État comme les Français ont le leur, ou comme les Anglais ont le leur. Alors pour la France, c'est un petit peu différent, parce qu'à la base, la France, si tu veux, c'est l'île de France. Hein. Tout s'est fait par conquête et par annexion de territoire avec les alliances matrimoniales, quoi. Et je me disais, après tout, pourquoi pas la même chose pour les Allemands? Ces pauvres Allemands qui, pendant des siècles, ont vécu dans des territoires, sur un territoire morcelé, avec des dizaines, des centaines d'États indépendants les uns des autres, en tout cas, oui, des centaines d'États indépendants qui battaient leur propre monnaie, qui avaient leur police, leur armée, au moins des dizaines, quoi. Et c'est Napoléon le fautif qui a, après un statut de 1806, on se retrouve avec une quarantaine d'États indépendants. Mais tu vois que l'Allemagne commençait à s'unifier. Et ensuite, sous Napoléon III, voilà, moi je me suis dit, pourquoi les Allemands n'auraient-ils pas un État à eux avec tous les germanophones, voilà, en unifiant l'Allemagne. Et j'étais sur cette ligne, mais en fait, c'est vraiment Bainville qui m'a fait prendre conscience que l'intérêt de la France était effectivement de garder morcelé toute cette grande Allemagne, tout ce Saint-Empire romain germanique, qui, une fois unifié, effectivement, a posé peut-être certains problèmes. Écoute, on se pose des questions. Le fait est, c'est qu'il y a eu un déséquilibre démographique, puisque la Prusse, déjà, des années 70, 1870, c'est 70, c'est peut-être même déjà 80 millions d'habitants, la France est à 40. Donc il y a eu un déséquilibre qui était évident et qui a entraîné des guerres. Alors les deux guerres mondiales ne sont pas le fait d'un déséquilibre démographique. Il y a aussi l'enjeu industriel et commercial. L'Angleterre était très fâchée de voir que la marine militaire allemande, prussienne en tout cas, correspondait à la sienne, et surtout que les Allemands exportaient leurs machines-outils, non seulement dans toute l'Europe de l'Est, mais aussi en Amérique du Sud. Donc il fallait y mettre un terme. C'est pour ça que l'Angleterre s'est alliée à la France, pour contrecarrer l'Allemagne en 1914. Mais tout le monde sait, surtout en 1940, que les enjeux n'étaient pas tellement là. Évidemment. Écoute, on ne va pas refaire toute cette histoire. Hein. Je ne sais même pas pourquoi je te parle de ça. Oui, je te parlais de Bainville, je te parlais de mes lectures patriotiques, là, qui effectivement te font poser certaines questions, voilà, sur la nature du régime idéal. Écoute, je ne sais pas. Tout ce que je sais, j'ai quand même tendance à penser que le droit de vote universel, pour tout le monde, c'est une énorme bêtise, quoi. Pourquoi est-ce que je ne sais pas pourquoi un enfant qui ne serait pas condamné à la déchéance de ses droits civiques aurait le même droit de vote que moi. Oui, que moi. Moi, je lis beaucoup, je suis instruit, je m'informe, je pense avoir une certaine notion de la justice et du bien commun. Je ne suis pas quelqu'un de... Alors, je peux être un peu moqueur, oui, c'est sûr, mais j'ai une forte notion de la justice et de l'équité. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait le mal, je sais à qui il fait le mal. J'ai une très forte notion du bien et du mal. Je sais où est le mal et je sais où est le bien. Pourquoi un voleur, un escroc, surtout un escroc, alors je déteste particulièrement les escrocs, quelqu'un qui abuse de la faiblesse des autres, pourquoi est-ce qu'il aurait le même droit de vote que moi? Ça me paraît injuste, ça me paraît pas normal. Voilà. Donc, je ne suis pas démocrate, en fait. Voilà. Je ne suis pas démocrate. Un démocrate peu convaincu, comme tu mets sur X. Démocrate peu convaincu, mais je m'exprime souvent par litote, voilà, par litote, c'est-à-dire tu amoindris, tu dis la moitié de ce que tu penses, ou par euphémisme, ou par ellipse, je m'exprime souvent comme ça, pas seulement par crainte que mes propos tombent sous le coup de la loi, mais aussi parce que c'est amusant. Mais non, je peux pas être démocrate dans ce sens-là. Alors, il y a des gens qui parlent de démocratie censitaire, avec un suffrage censitaire, c'est-à-dire que tu payes pour pouvoir voter. À ce moment-là, ce serait que les gens riches, ou alors que des possédants. Tu peux posséder par héritage, mais tu peux aussi posséder parce que tu as beaucoup travaillé. Donc ça peut se justifier. Moi, j'aime bien les gens qui travaillent, hein, les gens qui bossent. Tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu n'escroques pas les autres, c'est honnête. Je ne vois aucun inconvénient à ce que tu deviennes milliardaire, ça ne me gêne pas du tout. Je ne suis pas du tout quelqu'un de jaloux. Okay. Si tu as hérité d'une très grande fortune de par ta famille, hein,
tes parents sont décédés, tu hérites d'une très grande fortune. Eh bien, ma foi, tes parents ont travaillé pour toi, tant mieux pour toi. Ça ne me dérange pas non plus. Si tu escroques les gens, en revanche, ou si tu n'as rien produit pour créer ta fortune, je ne sais pas, par exemple, des spéculations. Alors, Charles Gave ne va pas être d'accord avec moi, mais je sais pas, tu achètes des biens immobiliers, tu les revends sans les avoir retapés, sans avoir rénové, sans rien faire, tu revends plus cher, parce que tu vois, tu fais augmenter les prix, tu gagnes de l'argent sans avoir créé de la valeur ajoutée, ça me dérange un petit peu plus. Ouais. Et pour revenir au meilleur système politique possible, écoute, la monarchie de droit divin, a priori, ça serait mieux. Ensuite, le vote d'électeurs, très bien, mais pas un vote universel, pas un suffrage universel. Ça me déplaît souverainement que des abrutis qui passent leur vie devant Netflix aient le même droit de vote que moi. Ça me déplaît. Voilà. Donc, j'aime mieux un régime autoritaire, comme on disait au XVIIIe siècle, une dictature éclairée. Alors ensuite, éclairée par quoi? Je ne sais pas. Mais si c'est une dictature éclairée par cette idée, par la conscience du bien du peuple et surtout du bien de la nation, et là, je parle en termes ethno-biologiques. Moi, je suis ce qu'on appelle vulgairement un raciste. C'est-à-dire que, oui, je défends ce qu'ont bâti mes ancêtres et je défends la ligne, l'héritage de mes ancêtres. J'essaie de les préserver. Voilà. Je ne veux pas qu'on me dise tes enfants doivent se marier avec des Africains pour créer une superbe race et une superbe nation arc-en-ciel multiethnique avec, en intégrant les LGBT et tout le dérive. Tout le délire transgenre qu'on a subi ces dernières années. Non, je ne veux pas de ça. Voilà, donc moi j'essaye de regarder ce qui est bon, ce qui est sain pour la population, et faire en sorte que les gens vivent mieux dans quelque chose d'apaisé, un système apaisé. Qu'est-ce qui apaise les gens? Mais je suis désolé de le dire, tu te sens mieux au milieu des gens qui te ressemblent. C'est pas compliqué. Alors ensuite, tu peux te sentir comme les gauchistes, tu peux te sentir très bien avec des gens qui ne te ressemblent pas. Avec des Africains. Écoute, moi, j'ai été gauchiste, je sais de quoi je parle. Tu sais, regarde, j'ai voulu habiter en quittant mes parents, j'avais 20 ans, j'étais foncièrement gauchiste. Enfin, quand tu sors de l'univers, enfin, j'étais à l'université encore. Tu sors du lycée, t'es un gauchiste, t'es une vraie merde, tu comprends rien à ce qui se passe, quoi. Et instinctivement, quand t'es gauchiste, tu préfères le noir ou l'arabe que le blanc, parce que tes lectures ont fait que tu comprends que le blanc est le salaud par excellence. Le blanc, c'est le capitaliste, c'est l'exploiteur, c'est celui qui pille le tiers-monde, c'est celui qui a pillé l'Afrique, qui fait que s'il y a un noir qui crève la faim en Somalie, c'est à cause d'un blanc. Ça, c'est la réflexion du gauchiste. Et le gauchiste, c'est aussi celui qui pense que les pauvres ont été exterminés pendant la Deuxième Guerre mondiale, on les a mis dans le temps, comme des bêtes parquées, ils ne se défendaient même pas, enfin, ils étaient pauvres et vulnérables. Le blanc, c'est celui qui pollue, c'est un pollueur. Bon, il suffit de regarder l'Inde ou l'Afrique. Écoute, je suis passé au Cambodge. J'aime beaucoup le Cambodge. Je suis passé au Cambodge. J'ai vu des rivières de plastique. Tu franchis la frontière thaïlandaise, il n'y a pas de rivière de plastique. Ouais, donc le pollueur, en l'occurrence, c'est le Cambodgien, c'est pas le Thaïlandais. Et je vois pas de rivière de plastique, ni dans la Loire, ni dans la Seine, ni dans la Garonne, ni dans le Rhône, tu vois, ni dans le Rhin. Donc, ok. Mais le gauchiste, il ne raisonne pas comme ça. Oh, mais ça, c'est de la petite pollution. Le continent de plastique qu'il y a dans le Pacifique, c'est de la petite pollution. Le gauchiste, lui, il voit vraiment les choses. Il voit la vraie pollution, c'est-à-dire le CO2 dans l'air, le trou dans la couche d'ozone, ça on en parlait dans les années 80, les pluies acides, c'est les années 90, le réchauffement climatique, le refroidissement climatique. On invente n'importe quel délire pour culpabiliser le blanc. Parce qu'en fait, tout ce délire sur les voitures électriques, là, c'est vraiment pour nous culpabiliser. C'est-à-dire, vous polluez. Moi, ma sœur, elle me dit, mais putain, pourquoi tu ne roules pas en vélo? Elle est parisienne. Ouais. Elle n'a pas le permis de conduire. Elle est en trottinette, en vélo et en métro. Je lui dis, là, je suis en pleine campagne, là, je ne vais pas aller faire des courses en vélo. Avec la 206 Peugeot, là, je suis carrément un criminel, tu vois. 206 diesel, je suis criminel. Non, mais ils en arrivent à dire n'importe quoi. Là, maintenant, on reparle du refroidissement climatique. Tu as vu ça cette semaine, là? Le climat qui se refroidit. C'est n'importe quoi. Tout ça, c'est pour culpabiliser l'homme blanc qui est responsable de tous les maux. Donc, écoute, pour moi, un électeur, c'est d'abord quelqu'un qui s'instruit. Il devrait y avoir, d'ailleurs, on a un permis de conduire. Pourquoi pas un permis d'électeur? Voilà.
avec des questions, des réponses, pour voir si tu es assez instruit, assez cultivé, assez intelligent pour pouvoir voter. Voilà. Tiens, ça serait pas mal, ça. Mais alors, ensuite, qui poserait les questions? Eh bien, les gens sains d'esprit, comme nous. Ouais. Voilà, c'est nous qui poserions les questions. C'est nous qui on va vous faire un questionnaire, un QCM, vraiment on va viser assez bas quand même. Mais on va faire le QCM nous-mêmes et on va voir si tu as la capacité d'être électeur. Si dans tes réponses, tu nous dis que la France ne doit pas exister, qu'il faut mélanger tous les peuples du monde, qu'il faut abolir toutes les frontières pour un gouvernement mondial, tu ne seras pas un électeur français. Ouais. Et je vais te dire un truc, même tes propos là, un gouvernement mondial, disloquer les frontières, mélanger les peuples, ça tombe sous le coup de la loi. Allez hop, procès, justice, prison. Bah oui. Non mais aujourd'hui, si tu veux, aujourd'hui, ils ont le pouvoir. Donc ils vous disent, ouais, t'es raciste, t'es antisémite, ça tombe sous le coup de la loi, tu dégages, tu vas en prison. Bah, nous, quand on sera au pouvoir, j'espère que ça arrivera, on fera la même chose. Tu as le droit de tout dire. Tu as le droit de tout dire. Sauf de faire la promotion d'un gouvernement mondial, du métissage généralisé et de la disparition des frontières. Sinon, tu as le droit de tout dire, il n'y a aucun problème. Hein. Parce que là, on dit on a le droit de tout dire. Bah oui, on a le droit de tout dire, sauf l'essentiel. Tu as le droit de. Et encore, même sur le climat, tu as vu, de citer climato-sceptique. D'ailleurs, ce mot de climato-sceptique, il est un peu copié, parce que c'est quand même moi qui ai balancé. Allez, je m'envoie des fleurs. Allez, je m'envoie un bouquet de fleurs. Judéo-sceptique, c'est moi. Journalope, c'est moi, je crois qu'ils l'emploient en premier. C'est quand même du vocable qui. Alors là, ils ont repris, ils ont dit climato-sceptique. Mais même climato-sceptique aujourd'hui, tu es considéré comme un conspirationniste, quasiment un mec à abattre, quoi, un débile, un taré, quoi. Tu te rends compte hein, jusqu'où ça peut aller, quoi. Il y a une dérive totalitaire comme il y avait en Union soviétique. Ah, vraiment, le Kravchenko, moi, il m'a bluffé. Je t'avoue que quand tu feuillettes quelques pages, tu as un peu de mal parce qu'il va vraiment dans le fond des affaires, quoi. Il parle des gens qu'il a côtoyés, toujours avec beaucoup de détails. Mais non, c'est vraiment un grand livre. 1949, plus personne aujourd'hui ne lit Kravchenko, quoi. Mais écoute, ce qui nous importe, nous, aujourd'hui, c'est pas tellement le monde intellectuel, c'est pas la littérature. Ce qui nous importe, c'est changer maintenant, changer notre environnement. Parce que, je te le répète, le pays de nos parents, c'est un monde qui est révolu aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on peut essayer de le retrouver? Trump essaye de faire le nécessaire. Hein. À Minneapolis, on le voit aujourd'hui. C'est pas évident. D'après les informations que j'ai, il y a quand même 2 500 000 immigrés clandestins qui ont quitté les États-Unis et 200 000 qui ont quitté de force, appréhendés par l'ICE, l'immigration, voilà, la police de l'immigration aux États-Unis, là, et Customs and Immigration. Donc, sur un total, je crois, de 11 millions d'immigrés clandestins aux États-Unis, en l'espace d'un an. Donc, tu vois, il y a du travail, et je pense qu'il met le paquet, hein, quand même, pour parvenir à ce que nous, on aimerait en France, c'est-à-dire la remigration. Parce que c'est quand même ça, l'essentiel, c'est la remigration. On ne peut pas vivre en France, je ne vois pas comment on peut vivre avec 20 millions de musulmans. Ça ne me paraît pas viable. Alors, attention, je ne dis pas, là, ça tombe encore sous le coup de la loi. Si je dis tous les musulmans, ça tombe sous le coup de la loi. Donc, je dis, cette disproportion, à mon avis, ne donnera pas une société viable. Et quand je dis musulmans, ce n'est pas que les musulmans, hein, c'est aussi des Noirs africains qui peuvent être animistes ou catholiques. C'est aussi des. Je te parlais tout à l'heure des 2 personnes qui sont venues faire des travaux dans la maison de campagne, là. Un mec qui venait du Bangladesh. Qu'est-ce qu'il fout là, quoi? Il n'a rien à faire ici. Ah, il peut me dire, oh, au Bangladesh, je suis persécuté, je suis homosexuel, parce que le mot se donne hein, de bouche à oreille. Je suis homosexuel, ils peuvent pas dire, tu n'en as rien à foutre. Tu rentres chez toi, c'est tout. Tant pis, ton avion te déposera au Pakistan ou en Afghanistan. Ce n'est pas notre problème. Et on a les mains, et les gauchistes, enfin, nous avons les mains ligotées par l'idéologie des droits de l'homme. C'est-à-dire, tu ne peux pas renvoyer chez lui quelqu'un parce qu'il serait menacé pour telle raison ou pour telle autre. Ce n'est pas notre problème. Moi, je regarde le droit des Français, le droit des Européens, je ne regarde pas les droits de l'homme en général. Il n'y a pas d'homme en général, voilà. Le bonheur, il ne se trouve pas à l'autre bout de la planète. Hein. On a suffisamment de tous ces jeunes, tu sais, avec des blousons aux couleurs des associations humanitaires qui te demandent du fric à Paris, là. Putain, mais t'as un clochard à côté, là. C'est lui qu'il faut aider, mon pote, là. Arrête de. Écoute, moi, j'avais été, d'ailleurs, je l'avais dit dans je ne sais plus quel bouquin, je crois que c'est l'antisémitisme sans complexe, 2018. Un copain, et ça, c'est pas le genre de mec qui raconte des cracks, hein, dont le père avait un peu d'argent. Je vais pas te donner plus de détails.
Il voyage en première classe par Air France. Il me dit, putain, j'avais avec moi les cadres de la Croix-Rouge qui festoyaient au champagne en première classe sur un vol Air France. Voilà, au champagne. Ah ouais. Champagne, caviar, Air France, la Croix-Rouge. Donc voilà, bon, tu te dis, bon, c'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Donc écoute, je veux pas non plus, je veux pas non plus généraliser, parce que là, la Croix-Rouge peut porter plainte contre moi, il raconte des conneries, tout ça. Je dis juste un témoignage. Peut-être que la plupart des cadres voyagent en deuxième classe, en classe, voilà, en troisième classe d'une compagnie pourrie, j'en sais rien. Mais je devais juste un témoignage. Et tout le Guy Sorman, dans les années 90, l'avait dit, après cette affaire c'était, je ne sais pas si c'était en Somalie, enfin une famine, il était passé sur Europe 1 avec Bernard Kouchner, ils avaient fait un appel aux dons, et ils avaient créé Médecins sans frontières. Et c'est Guy Sorman qui le dit, il était proche d'eux, il dit des sacs entiers, des sacs postaux entiers de chèques à frais, on ne savait pas quoi faire de l'argent. Mais les Français, ils sont comme ça, ils ont de l'épargne, c'est-à-dire c'est exactement la raison pour laquelle la principale cible des escrocs internationaux sur Internet, c'est la France, parce qu'en France, il y a de l'épargne. Le Français investit beaucoup moins que, je sais pas, l'anglo-saxon, par exemple, le hollandais. Il y a de l'épargne en France, ils le savent. Voilà. Donc, en l'occurrence, voilà, que ce soit pour le tsunami en Thaïlande en 2004, ou je ne sais quelle crise alimentaire en Afrique, le Français est toujours prêt à mettre la main au porte-monnaie pour aider les pauvres gens, quoi. Mais ça, c'est notre vieille culture chrétienne. Hein. Donc, pourquoi pas? Moi, je veux bien, mais il faut aussi d'abord aider les gens qui sont à côté de chez toi, quoi. Il y a tellement de gens dans les campagnes, il y a tellement de gens qui vivent. Écoute, je passe en bagnole dans le village, je vois une vieille dame c'était il y a quelques semaines, là, devant sa porte, hein, qui m'arrête comme ça. Elle a l'air complètement gaga. En fait, complètement à la ramasse. Hein. Donc, je m'arrête, hein, je sais pas, c'est à 300 mètres de la maison, hein. Et je lui dis, ma petite dame, là, qu'est-ce qui vous arrive là? J'ai plus la télé, il y a un problème. Donc j'ai passé 15 minutes à lui remettre sa télé avec 2 télécommandes, même 3 télécommandes, à bidouiller tout ça pour lui remettre sa TF1, parce qu'elle regardait la télé. Elle est toute seule, visiblement elle n'a pas de famille. Je lui dis, vos voisins, là, ils ne peuvent pas vous aider là? De quoi elle vit, cette dame? Ne me dis pas qu'elle a une retraite de 3 000 € par mois. Elle vit avec 600 € par mois, c'est tout. Tout était dégueulasse chez elle, des bibelots partout, tout crado dans une maison pourrie de la campagne. Et ensuite, tu as des mecs qui vont nous dire, ouais, en banlieue, quand même, les pauvres, ils en chient. Je veux dire, je dis pas que tous les banlieusards roulent en Lamborghini, hein, mais il y a un tel trafic de drogue dans les banlieues que, globalement, ils gagnent en liquide beaucoup plus d'argent que cette pauvre bonne femme gagne en un jour, que cette pauvre bonne femme gagne en un mois, quoi. C'est clair. Je ne généralise pas. Je dis, voilà, ceux qui souffrent le plus, ceux qui sont le plus démunis aujourd'hui, ce sont les Français de souche dans les campagnes dont tout le monde se fout éperdument. Écoute, je vais être objectif. Hein. Je suis désolé, mais c'est Zemmour qui avait dans son programme de 2022 un programme d'aide financière des gens dans les campagnes. Voilà. En fait, c'est une autre manière de dire on va aider les Français de souche qui crèvent la faim, quoi, sans aider toutes les racailles de banlieue. C'est Zemmour. Voilà. Mais tu sais, moi, je ne regrette pas d'avoir appelé à voter Zemmour en 2022. Il y a des gens qui me le reprochent. Zemmour, sioniste, comment vous ne l'avez pas vu? Tout simplement parce que je ne suis pas, même si je suis, comme pour paraphraser Léon Daudet, je suis tellement raciste que parfois j'en perds le souffle. Mais je ne suis pas raciste au sens où tu viens du Bangladesh et je te déteste. Parce que tu viens du Bangladesh et tu as une sale gueule. Tu viens d'Algérie, donc je te hais. Tu es un Algérien, tu as une sale gueule, tu es musulman, donc je te hais. C'est quand j'ai quelqu'un en face de moi, d'ailleurs c'est souvent pour me dire bravo monsieur Rissen, hein, c'est pas pour me péter la gueule, même si ça arrive, ça peut arriver. Mais donc je ne suis pas raciste dans ce sens-là. Mais Zemmour, oui, avait édicté ce programme d'aide des campagnes. Alors, comment ai-je fait pour ne pas voir que Zemmour était un sale sioniste? C'est pas ce que j'ai regardé. Moi, j'ai épluché tous les livres d'Éric Zemmour, et j'en avais fait d'ailleurs des vidéos en 2018 qui m'avaient valu une volée de bois vert de la part de tous ces musulmans là, qui m'avaient reproché d'encenser Zemmour. Je n'encensais pas Zemmour, je regardais le pour et le bien. Le fait est que Zemmour ne parlait dans ces 3 ou 4 gros livres, le suicide français, le destin français, je ne sais plus quoi, je les avais lus, je les avais épluchés. Alors effectivement, il y avait le chapitre Saint-Louis, le roi juif. Bon, ça peut interpeller certains catholiques quand même. Il y a quand même là la chutzpah qui remonte. Mais sinon, il ne parlait jamais d'Israël et des Juifs. Jamais.
Il regardait juste la situation française. Donc je lui accordais ce crédit. Tu es français, tu aimes la France. Bah, c'est le même crédit que je peux accorder à Jean Messia, par exemple, qui lui, a priori, n'est pas. Mais tu aimes la France, tu es vraiment français, tu défends les Français. Ok, on t'ouvre la porte. Tu vois, et c'est quelqu'un d'épouvantablement raciste, multi-condamné pour provocation et haine raciale qui te le dit. Ok, on t'ouvre la porte. Maintenant, voyons. Le 7 octobre 2023, après ce qui s'est passé à la frontière de Gaza, Zemmour se transforme subitement en Israélien. Je suis désolé de le dire, mais c'est en Israël, mec, c'est à 3000 km d'ici, c'est pas la France. On a l'impression que tu es un Israélien, là. Tu peux avoir une position plus, alors j'allais dire gaulliste, mais je suis pas gaulliste, j'en ai rien à foutre du général de Gaulle. Moi, de Gaulle, c'est quand même celui qui a ouvert les vannes de l'immigration. Hein. Donc j'en ai rien à foutre du général de Gaulle. Mais disons que en termes de politique extérieure, il était un peu plus mesuré que les néoconservateurs américains des années 2010, ou que les droitards clébards de CNews aujourd'hui. Voilà, on essaye de voir quel est l'intérêt de la France. C'est de se mettre à dos tous les pays arabes, ou alors d'essayer de pouvoir faire du business. Hein. Nous, on a besoin d'énergie, on a besoin de pétrole pour faire baisser les prix de l'énergie et faire en sorte que tous les produits de consommation manufacturés, donc il y a besoin d'énergie, hein, soient moins chers. Je ne sais pas, un boulanger, par exemple, pour faire chauffer son four, il a besoin d'électricité. Tu me diras, il y a le nucléaire aujourd'hui en termes d'électricité, mais enfin pour les voitures, encore pour beaucoup de centrales thermiques, ça fonctionne avec du gaz ou avec du pétrole. Enfin bref. Zemmour ne parlait pas de ça auparavant. Et je trouvais que son programme était plus en accord avec des idées de défense biologique, culturelle de l'Occident chrétien que le programme du Rassemblement national. Donc j'ai appelé à voter Zemmour. Est-ce que je le regrette ? Oui et non. Je ne regrette pas d'avoir accordé ma confiance à quelqu'un, même si cette personne était d'origine. Même pour Messia, le problème, en fait, tu sais, le problème avec des qui peuvent se convertir au catholicisme, c'est en fait ce qu'il faut regarder, c'est pas tant leur amour ou soi-disant amour pour la patrie ou pour le peuple français, qui visiblement est une variable d'ajustement selon le climat ambiant. Hein. Tu vois bien qu'aujourd'hui, il y a plein de... Je sais pas, Meir Habib, par exemple, il fracassait la tête des gars de l'œuvre française il y a 15 ans, et aujourd'hui, il jure la vie de ma mère, je suis patriote. La France, l'Occident, Israël, c'est deux piliers pour défendre la civilisation. Mais il te le jure sur la tête de sa mère, la vie de ma mère. Donc, ou bien tu le crois, tu dis, ah, il est vraiment convaincant, ça c'est de souche. Hein. Ah oui, non, vraiment, il est convaincant. Ou bien tu te méfies un peu. Voilà, ouais, mais il y a 15 ans, avec tes barres d'ailleurs, tu as été condamné pour ça, tu as fracassé la tête des mecs de l'œuvre française, des patriotes qui défilaient au défilé de Jeanne d'Arc, boulevard Saint-Augustin, ouais. Et des barres de fer. Donc qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis ? Ce qui t'a fait changer d'avis, c'est que tu t'es rendu compte que tous les musulmans que tu as fait rentrer dans notre pays, en France, il y en a certains qui sont vraiment musulmans et qui n'aiment pas tellement les gens comme toi. Donc là, maintenant, tu changes d'avis. Ok. Écoute, stratégiquement, politiquement, tu dis, pourquoi pas faire une alliance avec ces gens-là ? Une grande alliance. Mais quel est l'intérêt de ces gens-là ? C'est leur propre intérêt à eux, c'est pas le nôtre. Alors on peut faire une alliance tactique, une alliance qui serait conforme à un intérêt réciproque à un moment donné. Pourquoi pas ? Écoute, moi ce que je vois, pour revenir sur le plan électoral, je ne regrette pas. Parce que, mais ce que je veux dire, c'est que le seul critère qui peut nous montrer le degré de véracité d'une conversion au catholicisme ou cosmopolite aux intérêts de la nation dans laquelle il vit, en fait, c'est son degré d'antisémitisme. Il n'y a que des qui se... Je ne te parle pas de l'État d'Israël, de l'antisionisme, hein. Je te parle des critiques du eux-mêmes. Moi, les anciens, ce ne sont plus des... Les gens qui m'ont contacté pour me féliciter ne sont plus... Voilà, tout simplement. Donc, tu sais, les Juifs sont des hommes comme les autres. Hein.
Je l'ai déjà dit, mais un gauchiste breton, 100% breton, tu lui dis, est-ce que tu es français? Il va te répondre, j'en ai rien à foutre de la France. Moi, je suis pour un gouvernement mondial, je me sens citoyen du monde. Il n'est pas français, ou très peu, il est français de papier, il peut être français de race, d'ethnie, mais dans sa tête, il est très peu français. Bah, c'est pareil, il y a des gens qui se sentent très juifs. Souvent, ils ont envie d'aller en Israël et puis vivre au milieu des juifs, ce qui peut se comprendre. Et puis, il y en a qui n'en ont rien à foutre. Et en fait, l'un des très rares propos, vraiment frappé au coin du bon sens, comme on dit, que j'ai pu lire chez des intellectuels juifs concernant l'esprit juif, la judéité, c'est un mot de Jacques Attali qui dit « est juif, non pas celui qui est né d'une mère juive, mais celui qui a été élevé dans le judaïsme ». Mais que le judaïsme, c'est un état d'esprit, c'est une idée d'abord et avant tout. Alors tu peux me dire, effectivement, je sais qu'il y en a beaucoup dans le milieu qui vont me dire, oui, mais c'est aussi une race, etc., etc. Bon, c'est tout un débat. Mais l'essentiel, c'est quand même l'idée que tu peux avoir. Comme moi, je me fais une idée de la France et une idée du monde européen, quoi. Voilà, donc, écoute, c'est un débat qui n'en finit pas, mais précisément, c'est ça qui fait que le judaïsme, je dirais, peut être éternel. Bon, j'espère que je ne vais pas déraper, là. Le fond du judaïsme, pour faire très, très court, hein, c'est l'ambiguïté. C'est ambigu. C'est-à-dire, quand c'est ambigu, tu peux en parler de manière c'est éternel, ça ne s'arrête pas. Et comme par hasard, cette ambiguïté, et d'ailleurs, tu le retrouves dans l'analyse de la pathologie, et je répète, à partir de laquelle Sigmund Freud avait échafaudé cette théorie, eh bien, tu as déjà cette ambiguïté dans la pathologie. Et ambiguïté. Alors ensuite, là, on retombe dans l'ornière dans laquelle déjà Magnus Hirschfeld, dans les années 30, avait vu ses livres brûlés par les SA. Souviens-toi, les livres les nazis brûlent les livres. Ils ne brûlaient pas n'importe quel livre, ils ne brûlaient pas Mein Kampf. Hein. Non, ils brûlaient Magnus Hirschfeld et tous les intellectuels de cette communauté, mais pas que, qui pouvaient publier des livres sur, je sais pas, Wilhelm Reich, par exemple, Herbert Marcuse dans les années 60, Adorno, etc. Quoique Adorno, je ne suis pas sûr qu'il fût. Enfin bref. Et c'est précisément cette ambiguïté qui fait qu'on peut en parler éternellement. Et d'ailleurs, eux-mêmes, ils en parlent. Tiens, regarde, il y a Marek Alter. Marek Alter, ça fait longtemps que je le suis. Là, il a 90 balais, le mec, et il publie un livre intitulé Être juif. En fait, ils ont tous les intellectuels publient leur truc, comme Kafka, sur qu'est-ce qu'être juif. Ah, on ne sait pas. On ne sait pas. Il y en a un qui dit on sait absolument. Même Naum Goldman, qui était le président du Congrès juif mondial, il le dit. Des conférences, j'en ai donné des centaines et des centaines. Qu'est-ce qu'être juif? On ne sait pas. Bon, voilà, moi j'ai donné une définition, j'ai donné la solution. Et tu peux continuer à te poser des questions si tu veux. Enfin, écoute, c'est un problème qui est important, mais pour le français de base aujourd'hui, le judaïsme, il s'en fout. Hein. Les juifs, Israël, l'État d'Israël, la Palestine, il en a rien à foutre. Ce qu'il voit simplement, c'est qu'il y a trop d'insécurité. Et on retombe dans c'est très basique, mais voilà, dans un premier temps, il faut juguler l'immigration et organiser la remigration. Qui nous parle de remigration en France dans dans le panel politique qu'on nous propose? Qui nous parle de remigration? Même Zemmour, il nous parle d'assimilation maintenant. Assimiler les musulmans. Ouais. Ok, très bien. Mais je ne vais pas aller me battre pour ça, moi. Ok, ni pour ceux qui font la bise à Meir Habib, ni pour ceux qui serrent la main à Zelensky, ni pour ceux qui claquent la bise à von der Leyen. C'est ça. Tu es d'accord avec moi, j'espère. Bien sûr, bien évidemment. Eh bien, écoute, Hervé, c'est une interview haute en couleur, j'ai envie de dire. Je te laisse, si tu veux, dire un dernier mot, peut-être. Écoute, 2 heures, là, 1h59, 53 secondes, c'est bon. Ah ouais, c'est moi qui te remercie, Kentra. Je te laisse dire un dernier mot et surtout faire la pub de tes bouquins, parce que, encore une fois, c'est peut-être aussi une manière de te remercier aussi de ton travail intellectuel, de te récompenser. Mes bouquins sont disponibles sur Internet. Si tu cherches, tu les trouves. Alors, le petit blog pourri là, sur lequel je les vends est invisibilisé sur Google. Okay. Donc, qu'est-ce que je te dise? À la librairie du Logos, ils les vendent maintenant, il paraît, là. La librairie dans le 7e arrondissement, rue de... J'ai oublié le nom. Dans le 7e, métro école militaire. Ouais. Et puis à Chiré, la librairie Duquesne aussi, juste à côté, hein, à 300 mètres, il y a la librairie Duquesne aussi, je sais qu'ils les vendent aussi. Ensuite, en ligne, tu dois pouvoir les trouver. C'est comme tous mes documentaires de 2017, 2018, 2019 sur Satan Hollywood.
Ça attend Hollywood aussi. Alors, le CD-ROM est épuisé, hein, Oui. mais tu l'as gratos sur Odyssey. Ok. Je crois que tu l'as gratos. Enfin, tu trouves tout. Si tu cherches, tu trouves. C'est pour ça que je ne Ouais. comprends pas comment les gens peuvent rester gauchistes aujourd'hui. Toutes les informations sont à leur disposition. Donc, c'est un Écoute, si tu étonnement. as, un dernier mot, peut-être pour les plus jeunes qui t'écoutent, leur donner peut-être espoir, parce que beaucoup de gens sont perdus. C'est ça, c'est qu'ils sont perdus. Ouais, ouais, Qu'est-ce que tu ouais. aurais à leur dire? Ouais, ouais, ouais. Non, mais je sais que le monde dans lequel ceux qui ont 20 ans aujourd'hui vont vivre est peut-être plus difficile que celui dans lequel j'ai vécu. D'ailleurs, je continue à vivre. Mais sur le plan des ressources financières, surtout, hein, je vois bien que pour se loger aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe, quoi. L'immobilier a explosé. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Mais non, mais écoute, moi j'ai espoir. Hein, je suis toujours là. Je suis en France. Je suis là. J'essaye de combattre d'une manière peut-être un peu différente qu'auparavant. Auparavant, si tu veux, de 2004 à 2020 jusqu'à ce que j'aille en prison, 90% de mon temps, je le consacre à écrire des livres et à faire des documentaires. Les documentaires, c'est 2018, 2019, 2020. Là, aujourd'hui, depuis 2 ans et demi, 3 ans presque, 90% de mon temps, je l'ai consacré à faire des dalles de béton, à monter des murs, poser du placo, passer des câbles électriques, faire de la plomberie. Là, en ce moment, je suis dans la peinture et placo, là, faire des barres de spot. C'est 90% de mon temps. Là, je ne consacre que 10%. Et ce que je regrette, moi, c'est de pas à nouveau faire des documentaires, passer beaucoup Ouais. plus de temps pour faire des montages vidéo, des choses comme ça, suivre davantage l'actualité, parce que je ne regarde que très très peu de vidéos, hein. C'est très chronophage. Mais pour répondre à ta question, faire en sorte que les jeunes aujourd'hui qui sont perdus, non, vous n'êtes pas perdus, on est très nombreux. On est là, et puis tout peut se passer. En politique, tout peut se passer. Personne ne pensait que Trump allait renverser la table et essayer de déboulonner l'Union européenne, hein, il y a 5 ans. Je te dis, il y a 10 ans, nos adversaires ne parlaient que de gouvernement mondial. Ils n'avaient que ce mot-là à la gueule. Aujourd'hui, ils n'en parlent plus. Voilà, tout va très vite. Alors, il y a des hauts et des bas. Oui, le régime de Bachar el-Assad a disparu en l'espace d'une semaine, on n'y croyait pas, et pourtant ça s'est terminé. On ne sait pas, avec Macron, ça peut être pareil. On ne sait pas, personne ne le sait. Donc, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Voilà. Tu sais, dans une caserne de Catalogne en 1936, là où il y avait les républicains, les anarchistes, les communistes, en énorme sur le mur, il n'y avait qu'un seul mot, mais 3 fois. Discipline, discipline, discipline. Forcément, tu peux avoir les meilleures idées du monde, si tu fais n'importe quoi, t'en fais qu'à ta tête, tu n'y arrives pas. D'ailleurs, les anarchistes se sont fait baiser la gueule par une poignée de communistes, parce que les communistes, ils étaient sous la férule de Staline, et ils recevaient des consignes, et les consignes, il fallait mieux les appliquer. Je te le dis, même quand, tu vois, je te parlais de Kravchenko tout à l'heure, c'était un ingénieur, lui, hein, quand il recevait des consignes parce qu'il fallait se battre, il y avait l'Allemagne qui avait envahi la Russie, et là, tu vois qu'il y avait un vrai sentiment patriotique, hein, chez les Russes. Et lui-même était ukrainien. Mais, pour lui, l'Ukraine, c'était la Russie. Hein. Je dis ça entre parenthèses. Hein. À aucun moment dans son livre, alors qu'il est ukrainien, il ne fait l'apologie de la nationalité ukrainienne. Au contraire, il se dit même, on a reçu une directive, tous nos documents doivent être écrits en ukrainien. On est dans les années 30. Hein. Il dit, putain, mais quelle catastrophe, quoi. En ukrainien, il n'y a pas les mots pour dire ce qu'on a à dire sur le plan technique, quoi. Il n'y a pas les mots. Donc, mais tu vois, quand il reçoit des directives du parti, ça rigole pas. C'est-à-dire que toute consigne est suivie de la menace d'une sanction extrême. Donc, toi, ensuite, avec tes subordonnés, tu agis de la même manière. Parce que si les résultats ne sont pas là, tu disparais. C'est pas compliqué, tu disparais. Donc, discipline, 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 c'était ce que les anarchistes avaient écrit dans leur caserne en Catalogne et à Barcelone en 1936, quand ils se battaient contre Franco. Mais oui, de la discipline, mais il faut aussi savoir où on va, avoir un parti, et puis être organisé. Et c'est peut-être l'organisation qui nous manque, mais on ne peut pas. Il y a le système répressif en face. On peut pas. En tout cas, l'espoir, c'est pas ce qui manque. Il y a plein de gens qui sont. Il y a plein de gens. On est majoritaire. Les idées patriotiques aujourd'hui sont majoritaires en France, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. Donc, gardez espoir. Tout va se traduire. En 1789, il n'y a pas de républicains en France. Okay, il n'y a pas de républicains. Il y a 3 philosophes qui sont républicains, c'est tout. En 1792,
toute la population est républicaine, sauf en Vendée, en Bretagne un petit peu. Ça va vite. Une fois qu'il y a un processus qui est enclenché, ça va très très vite. Donc on s'en fout. Personne n'est là pour nous représenter. Mais t'inquiète pas, quand c'est le chaos, il y a des gens qui émergent. Et les gens, ils arrivent tout de suite. Tu n'as pas besoin de les chercher, ils viendront tout de suite. Le Napoléon, le Bonaparte, il est dans la population, il est là. Il faut juste qu'il y ait des événements. Et les Bonaparte, en France, tu vas en trouver, c'est sûr et certain. C'est le mot de l'espoir. Et ouais, c'est ça, c'est une belle note d'espoir. Salut à toi. Merci encore, Hervé. Bien sûr. Et chers abonnés, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et puis moi, je vous dis à plus tard.